Sur la route. Livre 2 de la série La chute de l'Amérique. Écrit par Scott Medbury, narré par Alexandre Kambakidis. Deuxième partie. Décision. Chapitre 7. Je ne l'avais pas entendu, mais Indigo m'a dit après coup que les tirs sur le pont avaient commencé à se calmer et que nous étions probablement sortis à temps. Le camion a vacillé au moment où nous perdions de vue le poste de contrôle chinois. J'ai eu l'impression qu'une rafale de vent avait touché le côté de la boîte de chargement. Mais ensuite, nous nous sommes dégagés. J'avais mal à la tête à cause du rugissement des tirs et de la peur constante. Mais je savais que les autres ressentaient la même chose. « Nous devons nous arrêter et vérifier si tout le monde va bien à l'arrière », a crié Indigo, par-dessus le vent froid qui hurlait à travers les fenêtres brisées. J'ai gardé mon pied sur l'accélérateur. « Nous le ferons, mais pas tout de suite. S'arrêter si près du point de contrôle serait pas prudent. »« Nous devons le faire rapidement », a-t-elle insisté. J'ai hoché la tête. J'ai roulé 15 minutes à pleine vitesse, ce qui ne semblait pas très rapide dans le camion endommagé, mais au moins, il n'y avait pas de signe de poursuite. « Voilà la bretelle d'accès », a dit Indigo en pointant au loin. « Toujours personne à nos trousses ?» ai-je demandé à Luc. « Non. » 400 mètres avant la bretelle d'accès, il y avait une vieille station-service fermée, avec un grand garage derrière elle. J'ai ralenti le camion. « On va s'arrêter ici », ai-je dit. J'ai tourné dans l'allée, mais je n'avais pas assez ralenti, et le camion a dangereusement tangué. Pendant une brève seconde, j'ai cru qu'il allait se renverser sur le côté. Indigo a poussé un petit cri en glissant sur Luc, l'écrasant contre la porte. J'ai freiné d'un coup sec, et nous avons tous été propulsés vers l'avant dans nos sièges. « Mec, c'est quoi ce bordel ?» a crié Luc. « Désolé », ai-je dit les regardant d'un air penaud. J'ai remis le pied sur l'accélérateur avec précaution, et j'ai conduit le camion derrière la station-service jusqu'au garage qui se trouvait derrière. Les portes du grand bâtiment étaient ouvertes, et il était pratiquement vide, à l'exception de quelques vieux barils et de machines diverses. J'ai conduit le camion à l'intérieur, et je me suis garé. Luc, Indigo et moi, nous sommes regardés, leurs visages reflétaient ce que je ressentais au fond de moi. Le soulagement mélangé à l'inquiétude pour nos passagers. « Viens !» Nous avons sauté et couru à l'arrière du camion. Indigo est allé à la porte de chargement du camion, tandis que Luc et moi avons fermé les grandes portes du garage, dissimulant le camion aux regards indiscrets. En me retournant, j'ai jeté un premier coup d'œil à la remorque du camion, et mon estomac a fait des bonds. La porte arrière du camion, remarquablement, n'avait que quelques trous, mais les côtés étaient assez abîmés. La nourriture et l'équipement emballés les ont-ils protégés ? Je me suis posé la question, étant dubitatif quant à la réponse. Il y avait une ligne de 5 trous, près de l'arrière du côté conducteur. Ils étaient beaucoup plus grands que les autres trous de balles, tout comme la série correspondante de trous de sortie du côté passager. Je me suis souvenu que le camion avait tremblé alors que nous nous échappions du poste de contrôle. Et j'ai pensé à l'arme montée sur la tourelle du véhicule blindé. Luc m'a dit que l'arme qu'il avait montée était très probablement un canon automatique de 25 mm, tirant des balles perforantes. Les côtés du camion auraient été comme du papier pour ces balles et l'auraient traversé de part en part. Nous avons eu beaucoup de chance que le camion soit intact. Luc et moi nous sommes déplacés rapidement pour rejoindre Indigo à l'arrière du camion. Luc a frappé à la porte avec son poing. « Tout le monde va bien là-dedans » a-t-il lancé. « Je vais l'ouvrir. » Il n'y a pas eu de réponse. En tout cas, rien de perceptible. Et je me suis mis à côté de lui, alors qu'il se préparait à pousser la porte roulante. Il avait l'air pâle. Comment lui en vouloir ? J'avais encore plus peur de ce que nous pourrions trouver en ouvrant la porte, maintenant que j'avais vu les dégâts sur le camion. Luc a défait le loquet et a tiré la porte vers le haut. Elle s'est ouverte bruyamment et a révélé la remorque du camion. C'était un vrai désordre. Les fournitures avaient basculé et jonchaient le sol. Nos amis avaient l'air hébétés alors qu'ils s'efforçaient de déplacer les boîtes et de se relever du sol. Tout ce que je pouvais voir se protégeait les yeux de la lumière soudaine. Certains gémissaient, et je pouvais voir tout le monde, sauf Karen, John, Mark et Brooke. Le voyage a dû être un véritable enfer pour ceux qui se trouvaient à l'arrière.
car ils ont dû traverser la barrière et percuter le véhicule blindé, sans parler des tirs d'autocanon qui l'ont traversé. « Vous allez tous bien ?» ai-je demandé, en regardant autour de moi et en essayant désespérément de repérer les personnes disparues. « La plupart d'entre nous ont juste quelques bleus et des coups, » a dit Sonny. « Je pense, » a-t-il grimacé, en poussant une boîte contenant de la literie supplémentaire sur ses jambes. Sonny avait toujours l'air faible, mais miraculeusement, il allait beaucoup mieux que la dernière fois que je l'avais vu, tôt ce matin-là. « Où est Brooke ?» a demandé Ben. Alors j'ai tourné mon regard dans sa direction. Elle était juste à côté de moi. « Déplaçons tout ça et cherchons ceux qui manquent, ai-je dit. Empilez tout sur le côté du camion. Nous pouvons les remettre en place plus tard. » J'ai fait signe à Luc de me rejoindre et nous sommes montés à l'arrière du camion pour aider les gens à sortir. Ben est resté à l'intérieur pour aider, pendant que les autres descendaient du camion en boitant. Ben a trouvé Brooke rapidement. Sa main a émergé d'un tas de débris et l'a salué calmement, la conduisant à elle. Elle allait bien, à part une cheville tordue et un genou douloureux. Soulagé, j'ai continué à retirer des objets du coin avant-gauche du camion, et je suis tombé sur une autre main. C'était la main d'une fille, pâle et molle. En retirant les boîtes de conserve et les cartons, j'ai vu du sang, beaucoup de sang. J'ai tout de suite su que Karen était morte, quand j'ai révélé doucement son visage. Heureusement, ses yeux étaient fermés. Je suis sûr qu'ils m'auraient fixé d'un air accusateur s'ils avaient été ouverts. Elle était blessée par balle au niveau de la poitrine, et il était évident qu'elle avait été tuée sur le coup. J'ai fini de la sortir de là. Des larmes de rage me piquaient les yeux. Puis je me suis retourné pour aider Luc. Nous devions faire des vivants une priorité, et il était possible que Mark et John soient encore en vie. Il l'était, bien heureusement. Je pense que Mark a été touché par une balle du canon du véhicule blindé. Il était gravement blessé, et son bras gauche ne tenait plus qu'à quelques fils de tendons et de peau. Il était inconscient, mais l'hémorragie n'était pas aussi grave que je l'aurais cru. Luc et Sonny ont expliqué que le canon automatique contenait probablement des balles traçantes, qui ont pu cautériser partiellement la blessure de Mark en la traversant. John n'avait pas été touché par les tirs, mais il était lui aussi en mauvais état. Les fournitures qui tombaient s'étaient écrasées juste au-dessus de lui, et sa jambe était coincée sous un grand bac de conserve. Il était clair que le tibia de sa jambe droite était cassé. Je ne suis pas médecin, mais je sais que la jambe d'une personne n'est pas censée avoir une courbure supplémentaire entre le genou et la cheville. Nous avons étendu John et Mark sur un tapis d'entraînement que nous avons sorti du camion. Brooke et Samara se sont occupés d'eux, pendant que Luc et moi sommes montés dans le camion et avons couvert Karen avec un drap que nous avions trouvé dans le garage. Nous l'avons doucement soulevée et sortie du camion, et j'ai entendu les autres filles pleurer en nous regardant la porter. Sonny a marché avec nous pendant que nous portions Karen par la porte latérale du garage, jusqu'à quelques arbres derrière la station-service. Quand nous sommes arrivés au niveau des arbres, nous nous sommes arrêtés pour faire une pause. « Ici », a dit Sonny, en désignant d'un signe de tête un chêne sur notre gauche. La terre s'était érodée à la base du tronc, laissant une cavité encadrée par des racines exposées. Ça fera un bel endroit pour que cette pauvre Karen repose en paix. J'ai hoché la tête, ne me sentant pas capable de prononcer le moindre mot. Nous l'avons transportée et placée à l'intérieur. C'était étroit, et il nous a fallu beaucoup de temps pour la faire entrer dans la cavité. Mais nous avons finalement réussi à arranger son corps de manière à peu près respectable. Quand nous avons eu fini, Luc et moi nous sommes assis un instant pour reprendre notre souffle. « Elle est de nouveau avec Arthur », a dit Sonny. « Espérons qu'ils sont tous deux plus heureux là où ils sont. » J'ai grommelé une réponse sans conviction. Mes doutes de l'existence de Dieu m'avaient également amené à remettre en question la notion de vie après la mort. La mort est étrange dans ce nouveau monde. Avant la grippe, nous en avions tellement peur. Elle était toujours cachée, dans les coulisses. Nous n'en parlions qu'en termes neutres. Il est décédé, ou elle est partie vers un endroit meilleur. Nous envoyons nos morts pour qu'ils soient embellis, pour qu'ils soient plus heureux que de leurs vivants, afin qu'au moment des funérailles, tout le monde puisse se souvenir d'une image parfaite de l'être aimé. Ensuite, nous les enfermons dans une boîte sous terre, où les brûlions en petits tas de cendres et les cachions.
où il serait oublié la plupart du temps, à part pour des rares occasions ou des dates spéciales. Mais maintenant, dans ce nouveau monde, la mort est toujours présente, et elle est partout. Les rappels de la mort sont impossibles à éviter, tout comme la mort elle-même. Ce qui me surprend, c'est la rapidité avec laquelle on s'y est tous habitués. Même à ce moment-là, alors que Sonny, Luc et moi enterrions Karen sous le chêne, je savais que j'étais devenu insensible à l'idée de la mort. C'était simplement un fait de la vie, et ça continuerait à l'être. Je n'avais aucune illusion sur le fait qu'il en serait autrement un jour. Du moins, pas avant longtemps. Et j'étais soudain de nouveau en colère. Je ne voulais pas m'habituer à la mort. Je ne voulais pas en arriver à me dire qu'elle n'avait plus aucune signification. Nous devrions retourner auprès des autres, a déclaré Sonny. Non, attends. Tu peux aller chercher les autres, Luc ? Je pense que nous devrions nous arrêter pour dire quelques mots à Karen. La journée était encore grise, et la température semblait se situer juste au-dessus du point de congélation. Même s'il n'y avait aucun signe de l'épais brouillard qui avait rendu le trajet du matin si pénible, les nuages semblaient prêts à nous recouvrir de neige à tout moment. En quelques minutes, nous étions tous réunis autour de la tombe de Fortune. Les filles pleuraient avant même que je ne commence à prendre la parole. Nous sommes ici pour dire au revoir à Karen, mais aussi à Arthur, que nous n'avons pas pu emmener avec nous. Ils étaient tous les deux géniaux. Et je peux dire personnellement, et je pense que Brooke, Ben et Luc partagent mon avis, qu'ils nous ont tous les deux chaleureusement accueillis à bras ouverts à l'académie. Je ne sais pas ce qui les attend lors de leur dernier voyage, mais j'espère qu'ils trouveront la paix où qu'elle soit. C'est tout ce qui compte. Merci à vous deux. Nous avons commencé à nous éloigner, et j'ai vu Indigo s'enfuir soudainement vers un carré de fleurs jaunes qui poussait sur le trottoir fissuré. J'ai attendu pendant que les autres entraient dans la remorque. Elle a pris une poignée et est retournée à l'endroit où reposait Karen, les posant délicatement sur la couverture. Elle m'a fait un sourire triste en se levant et en venant vers moi. Nous n'avons rien dit. Nous savions tous les deux qu'il n'y avait plus rien à dire. Nous avons marché quelques mètres en silence, puis sa main a trouvé la mienne. Mon cœur s'est presque arrêté, mais je me suis dit que c'était juste un humain qui en réconfortait un autre, même si j'espérais que c'était le signe de quelque chose de plus. Une fois les blessés et les morts retirés du camion, nous sommes rentrés dans la remorque. Nous avons fermé les portes et avons recommencé à la ranger. Lorsque nous avions presque terminé, je suis sorti par une porte latérale un peu plus loin dans la cour envahie par la végétation, et j'ai examiné le ciel gris, en écoutant les sons d'hélicoptères ou de véhicules. Sonny est sorti de la remorque et m'a rejoint. Il avait l'air de se porter mieux, et je m'émerveillais de sa capacité de récupération. Cela faisait moins de 24 heures qu'il avait été touché, et pourtant, il se tenait là, debout à côté de moi. Ça pourrait être un problème, ai-je dit à Sonny en regardant le ciel couvert. S'il neige et que l'armée chinoise est à notre recherche, ça va être facile de suivre notre piste dans la neige fraîche. Ouais, ça pourrait nous causer des ennuis, a répondu Sonny. Et ils seront après nous, c'est sûr. Mais il n'y a aucune raison de s'en inquiéter. Nous avons suffisamment de choses à craindre que nous pouvons contrôler, ou du moins influencer. La météo n'en fait pas partie, et les Chinois non plus. Je suppose que t'as raison, ai-je répondu. Nous sommes retournés dans la remorque en silence, perdus dans nos pensées. Je ne peux pas parler pour Sonny, mais je pensais à ce qu'il m'avait dit, sur le fait de s'inquiéter que des choses que nous pouvons contrôler. Et mon esprit s'est dirigé directement vers le problème de savoir qui allait venir avec nous. Marc était mal en point, et il n'était pas exagéré de penser que nous pourrions l'allonger à côté de Karen avant la fin de la journée. Il était toujours inconscient quand nous sommes rentrés, mais Samara a signalé que son cœur battait fort. Toutefois, il n'était pas en état de voyager, et John non plus. Je savais que j'allais bientôt devoir prendre une décision, d'une manière ou d'une autre. C'était une décision que je ne voulais pas prendre. L'idée de laisser quelqu'un derrière moi me tuait. J'avais tout l'après-midi pour y réfléchir, alors j'ai décidé de repousser la décision aussi longtemps que possible. Pourquoi cela devrait être ma décision de toute façon ? Oui, j'avais été élu chef, mais combien de temps devrais-je être celui qui prend toutes les décisions ? Sonny était de nouveau sur pied, bien qu'endolori et limité physiquement, mais il semblait que même lui s'en remettait à moi.
J'ai décidé de ne pas trop y penser, mais je n'étais pas sûr de vouloir continuer à prendre les grandes décisions. On a tout remis en place, et on peut déplacer les choses pour que ce soit plus stable la prochaine fois, patron, a dit Luke, en s'approchant de moi. Indigo a balayé tous les débris de verre de la cabine aussi. Bien, ai-je répondu. J'espère que Sonny pourra conduire pour que je puisse monter à l'arrière un moment. Toi et moi, mon frère, a dit Luke, en me suivant vers les portes principales. Je les ai ouvertes de quelques centimètres, et j'ai jeté un coup d'œil à la station-service, à travers l'espace étroit. En le regardant, j'ai vu qu'il avait l'air aussi épuisé que moi. C'était le stress et le flot constant d'adrénaline, je pense. Il avait aussi l'air sale et débraillé, sa barbe d'adolescent rousse et inégale ajoutant à ce look. « Mec, t'aurais besoin de te raser et de te doucher », ai-je lancé en plaisantant. « Quand on partira d'ici, j'ai prévu de m'enrouler dans un sac de couchage sur un tapis à l'arrière du camion et de dormir. Juste dormir. Et tu devrais te regarder au fait. » Mes mains sont allées vers mon propre visage et on sentit le léger duvet de ma propre barbe d'adolescent avant de passer légèrement mes doigts sur la blessure de ma joue. Elle s'était recouverte d'une croûte et heureusement, elle ne me faisait pas trop mal, à part une légère douleur. Je devais ressembler à rien, mais que voulez-vous? Les priorités ont tendance à changer lorsque vous êtes au milieu d'une apocalypse et que vous tentez de sauver votre peau. Tu peux dormir un peu maintenant si tu veux, lui ai-je répondu. J'allais voir si tu voulais venir avec moi pour vérifier s'il y avait des provisions à la station-service, mais je peux emmener Ben ou Indigo avec moi à la place. Oh, je doute qu'on y trouve grand-chose, a-t-il dit en regardant la station. Cet endroit a l'air d'être fermé depuis bien avant le début de cette pagaille. Mais je vais t'accompagner. Ben est trop occupé à s'inquiéter de la cheville de sa sœur et Indigo dort déjà à l'arrière du camion. Bon, on y va tous les deux alors, ai-je dit en me levant. J'ai alors tapoté la poche dans laquelle se trouve le revolver, sentant son poids rassurant. Tu pourras avoir besoin d'une arme, juste au cas où. Non, j'ai renoncé aux armes à feu. Je vais chercher mon arbalète. Je reviens tout de suite, a-t-il dit, et il s'est dirigé vers le camion. Je me suis retenu d'argumenter avec lui, sachant que si on venait à une confrontation avec des militaires, l'arbalète ne ferait pas le poids bien longtemps. Il est revenu un moment plus tard, en tenant l'arme dans sa main. La façon dont il la portait m'a rappelé des images de vieux films comme Robin des Bois. Sauf que dans ces films, c'était toujours les méchants qui avaient des arbalètes. Dans notre cas, il porterait des semi-automatiques. « On y va, mec », a dit Luke en poussant la porte et en passant devant moi, d'un air si sûr de lui. J'ai secoué la tête et souri à moi-même. Mon ami aurait eu sa place dans un groupe de hors-la-loi médiévaux. J'ai refermé la porte et je l'ai suivi sur l'étendue de gravier entre le garage et la station, soit 10 mètres tout au plus. À chaque pas, je craignais qu'une patrouille chinoise ne vienne croiser notre route. Chapitre 8. Nous avons atteint l'arrière du bâtiment en parpaing sans encombre. La fenêtre était condamnée et la porte était fermée au moyen d'une chaîne et d'un cadenas. « Essayons par l'avant », a dit Luke. Il y avait une autre porte à peu près à mi-chemin du mur latéral. Celle-ci n'était pas verrouillée, avec une image délavée d'hommes et de femmes au pochoir à l'extérieur. Elle était également verrouillée, mais Luke a mis son épaule contre elle et avec un coup ferme, elle s'est ouverte. À l'intérieur se trouvait une simple salle de bain avec des toilettes et un lavabo en porcelaine fissuré, sous un miroir en acier inoxydable crasseux. Il n'y avait pas de porte qui menait plus loin dans la station. J'ai toujours détesté les stations-service où les toilettes étaient à l'extérieur. Elles étaient toujours aussi dégueu comme ça, a dit Luke en se détournant, avec un air dégoûté. Mais tu sais ce que je déteste encore plus ? Quoi ? Ai-je demandé, alors que nous continuons le long du mur vers l'avant. Quand les fast-food ont fait la même chose. Tu te souviens du Hefty Burger à Fort Carter ? C'était pareil. Ouais, j'ai répondu, avec un hochement de tête. C'était vraiment chiant. Si seulement on n'avait que ces petits soucis, ai-je pensé. Les portes vitrées de l'entrée étaient également enchaînées et fermées par un cadenas. Il nous faut autre chose pour couper les cadenas, ai-je dit en saisissant les chaînes. Ouais, dit Luke. Sonny a apporté des coupes-boulons. Je l'ai aidé à les emballer. Je reviens tout de suite. Il s'est enfui vers le garage avant que je n'aie eu le temps de répondre. J'ai alors entendu le faible vrombissement d'un hélicoptère au loin, dans la direction du pont où nous avions croisé les Chinois. Mais je ne pouvais pas le voir
et il ne semblait pas se rapprocher. J'étais quand même content d'avoir pensé à chercher les coupe-boulons plutôt que d'essayer de tirer sur la serrure, car c'était la première idée qui m'avait traversé l'esprit. S'ils nous cherchaient dans cette direction et qu'ils étaient assez proches, un coup de feu pourrait les mener droit sur nous. Quand Luc est revenu avec le coupe-boulon, il a coupé le cadenas et j'ai retiré la chaîne qui était entre les poignées. À part le cadenas et la chaîne, la porte d'entrée n'était pas verrouillée. J'ai alors jeté un coup d'œil sur la route dans les deux directions. La route était encore dégagée, mais je me demandais combien de temps il nous faudra encore avant de voir un signe des Chinois. J'ai ouvert la porte et nous nous sommes glissés à l'intérieur. Il faisait sombre. Les fenêtres condamnées ne laissaient filtrer que d'étroites fentes de lumière sur les bords. Luc a sorti une petite lampe de poche à LED de son manteau et me l'a jetée avant d'en sortir une autre pour lui-même. « J'espère qu'on ne vide pas les batteries pour rien », a-t-il dit en faisant briller sa petite lampe le long du comptoir à droite de la porte. « Quelle taille ?» lui ai-je demandé. « Quoi ? C'est quoi les tailles des piles ? » « Double A, je pense, a-t-il répondu. « Pourquoi ? » Tiens, je me suis baissé et j'ai ramassé le paquet non ouvert de piles double A à côté de mon pied et je lui ai lancé. Maintenant, on n'a plus à s'inquiéter de ça. « Depuis combien de temps tu penses qu'elles sont là ?» a-t-il demandé. « Je ne sais pas. Au moins 1 an, peut-être, ai-je dit en faisant briller ma lampe de poche à l'intérieur de la station. L'endroit avait été abandonné, mais on pouvait voir que lorsqu'il a été fermé, le propriétaire n'avait pas tout sorti. Diverses marchandises de type dépanneur étaient encore sur leur étagère. La plupart des sacs de chips et des noix avaient été rongés par les rats ou les souris. « Regarde, ils ont un rayon pêche », a dit Luc en se dirigeant vers les appâts et les flotteurs. Il a attrapé 2 rouleaux de fil de pêche fin et plusieurs paquets de petits hameçons, les mettant tous dans sa poche. « C'est pour quoi faire ?» ai-je demandé. « Pour soigner en cas de blessure », a-t-il répondu. « J'ai pris des hameçons. Avec la ligne, ça nous permettra de recoudre les gens si nous en avons besoin. »« Bonne idée », ai-je dit, tout en prenant quelques petits flacons d'aspirine sur l'étagère près de moi. Nous étions à court d'analgésiques de toutes sortes, et je me suis dit que ce serait mieux que rien. Marc allait en avoir besoin s'il se réveillait un jour, et John en aurait probablement déjà besoin. Il était réveillé et à l'agonie quand Luc et moi nous sommes partis. Dommage qu'il n'y ait rien de plus fort que l'aspirine ici, ai-je dit en regardant ce que faisait Luc. Ouais, nous devons être prudents en les administrant. L'aspirine, c'est un anticoagulant, donc faut pas en donner aux blessés. J'ai 3 caisses de soda non ouvertes ici, dit-il. Je retire ce que j'ai dit à propos de cet endroit. C'est une mine d'or. Je suis allé derrière le comptoir pour voir ce que je pouvais trouver. Il y avait des dizaines de paquets de cigarettes, et quelques cartouches pleines aussi. Mais aucun de nous ne fumait, et ce n'était pas vraiment le moment idéal pour commencer. Je les ai donc laissés. La caisse, quant à elle, était ouverte, et était vide de tout, sauf d'une poignée de pennies, que j'ai laissée là. Les pièces de monnaie étaient presque aussi inutiles que les cigarettes. Dans un placard sous la caisse, j'ai trouvé une pile de magazines porno, qui m'auraient ravi 6 mois auparavant, mais qui n'étaient plus que des déchets à jeter. Sous eux, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus précieux, un revolver. J'ai murmuré un « oui » triomphant. « T'as trouvé quoi ?» a demandé Luc. J'ai pris le revolver sous le comptoir, me suis levé et l'ai posé pour le montrer à Luc. « Super trouvaille, mec !» a-t-il dit, radieux. Il a pris la nouvelle arme et l'a examinée pendant que je sortais la mienne pour comparer les deux. « Génial, c'est une marque différente de la tienne, mais c'est un .38 aussi. Donc il utilisera les mêmes balles. Tu peux être un gangster avec 2 pistolets maintenant. »« Ça vient d'un jeu vidéo du Far West ?» ai-je demandé sarcastiquement. « Non, ça c'est un personnage de BD des années 50 ou 60, » a répondu Luc. « C'était la BD préférée de mon père. » Remplaçant mon revolver dans la poche de ma parka, j'ai vérifié le barillet de l'arme de poing que j'avais tiré sous le comptoir, et j'ai constaté qu'il était vide. J'ai vérifié qu'il n'était pas rouillé, et j'ai testé le mécanisme pour m'assurer qu'il fonctionnait correctement. Il fonctionnait bien, et j'ai sorti 6 balles de ma poche pour le charger avant de le glisser dans ma ceinture. J'ai décidé de poursuivre ma recherche derrière le comptoir. Si ça continue, je vais devoir m'acheter une ceinture et des étuis, me suis-je dit. Je me suis rapproché de ce qui semblait être un coffre-fort anti-feu intégré au comptoir, à quelques mètres de la caisse. Le coffre n'était pas verrouillé, il était ouvert, ce qui m'a amené à penser que, comme l'argent dans la caisse,
tout l'argent liquide qui s'y trouvait avait disparu depuis longtemps, et qu'il ne nous serait d'aucune utilité de toute façon. Le dollar valait désormais moins que le papier sur lequel il était imprimé. Je n'avais aucune idée du nom que les Chinois donnaient à leur monnaie, mais je me disais qu'elle allait bientôt devenir la monnaie de l'Amérique du Nord. Sachant qu'il y avait peut-être quelque chose de plus utile que l'argent à l'intérieur, je me suis baissé pour l'ouvrir. J'ai aperçu un mouvement dans mon faisceau lumineux, et un gros rat couinant a jailli du coffre. J'ai trébuché en arrière, tombant sur le dos, en luttant pour m'éloigner de lui. Il était aussi gros qu'un chat, et ses couinements se sont transformés en sifflements alors qu'il fonçait vers mes jambes. J'ai tenté de lui donner un coup de pied, le manquant complètement, et je l'ai regardé passer devant moi et se précipiter sous le comptoir. « Tu vas bien, mec ?» a demandé Luc, en jetant un coup d'œil de l'endroit où il se trouvait, près des rafraîchisseurs de boissons vides. Il avait un sourire sur le visage. « Ouais. » Je rougissais, mais j'étais heureux de ne pas avoir crié. Ça aurait vraiment été la honte. Ah, c'était juste un peu flippant. J'aime pas trop les rats. Il y avait une étagère à l'intérieur du coffre. Elle contenait quelques vieux livres de comptes, de papier jauni et des pièces de monnaie éparpillées. J'ai mélangé les papiers et mes yeux se sont écarquillés. J'avais découvert une boîte de munitions de calibre 38 à pointe creuse, que j'ai bien évidemment prise et ouverte. Elle était remplie à environ un tiers, alors j'ai pris les balles et les ai ajoutées aux munitions que j'avais déjà dans ma poche. Le fond du coffre était rempli de briques et de brocs, de cartons mâchés, de petits morceaux de bois et de plastique, de papier et d'autres choses non identifiables. J'ai envisagé de le fouiller, à la recherche d'objets de valeur, mais j'ai décidé que cela ne valait pas la peine de perdre mon temps. De plus, il n'était pas nécessaire de détruire la maison du rat si c'était là où il vivait. J'ai soigneusement refermé le coffre, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'entrouvert, comme je l'ai trouvé. Luc s'était éloigné et se tenait devant des jauges et des boutons fixés sur un panneau mural. Je suis sorti de derrière le comptoir et me suis approché pour le rejoindre. Le panneau servait à contrôler les 3 pompes de carburant à l'avant de la station. « Je me demande s'il y a encore de l'essence dans les réservoirs », a dit Luc quand je me suis rapproché de lui. « Je ne sais pas. Les jauges sont vides, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de courant. »« C'est ce que je me demandais, chef, » a dit Luc. « Ce serait inutile de pomper sans électricité, je suppose. » Alors qu'il finissait de parler, nous avons tous deux entendu le bruit de pneus crissant sur le gravier gelé devant la station-service. Nous avons éteint nos lampes de poche en même temps et nous nous sommes précipités vers l'une des fenêtres barricadées. En jetant un coup d'œil par une fente, nous avons pu voir qu'un Humvee s'était arrêté sur le terrain et nous avons observé 4 soldats chinois descendre du véhicule. L'effroi m'a envahi. 3 d'entre eux portaient leurs manteaux caractéristiques, tandis que le dernier portait un camouflage urbain et un fusil d'assaut moderne, comme celui que j'avais laissé dans la cabine du camion. Je pouvais voir que le conducteur était toujours dans le Humvee. « Putain !» a maudit Luc à voix basse. « Et s'ils vont vérifier le garage ?» « Si c'est le cas, on doit s'assurer qu'ils ne peuvent pas rentrer. » ai-je murmuré en retour. « Ça veut dire qu'on doit d'abord éliminer le gars dans le Hummer. »« Ça ne va pas être facile, » a dit Luc. « Regarde, il y a 2 hommes toujours dans le Hummer. »« Et merde !» ai-je dit. Luc avait raison. Je ne savais pas comment je l'avais manqué la première fois, mais il y avait 2 personnes dans le Humvee. Le conducteur était un conscrit. Le conscrit était debout, sa moitié supérieure passant à travers le toit du véhicule, alors qu'il manipulait une mitrailleuse montée sur un anneau. « Ça va être difficile de se faufiler, » a dit Luc. « S'il nous voit, ce truc va nous en faire baver. » Merde. Le soldat camouflé a fait signe à 2 des conscrits de se diriger vers le bâtiment situé derrière la station-service et a conduit l'autre vers la porte d'entrée que nous venions d'enfoncer. Nous étions des cibles faciles. Les choses ont empiré quand nous avons entendu le bruit d'un hélicoptère au loin. Luc avait levé son arbalète. Il visait la porte, les yeux plissés. Je me suis éloigné de la fenêtre pour m'accroupir derrière le comptoir, un revolver dans chaque main. Le gamin aux 2 armes qui sommeillait en moi était prêt à sortir dans un flamboiement de gloire, si nécessaire. Avec un peu de chance, nous serions en mesure d'éliminer les 2 personnes qui passaient par la porte, avant d'avoir à nous soucier des soldats dans le Humvee. Je ne voulais même pas penser aux 2 autres. Le bruit de l'hélicoptère est devenu plus fort, et à travers la vitre crasseuse des portes, j'ai vu l'officier s'arrêter et se retourner.
Le bâtiment a commencé à trembler, et il était clair que l'hélico était en train d'atterrir. Nous étions cuits, pour de bon. Luc a baissé son arbalète et m'a fait signe de revenir, et je l'ai rejoint. Il avait une meilleure vue de son point d'observation, et nous avons vu les soldats que nous étions sur le point de viser, plus les deux qui s'étaient dirigés vers la porte du garage, revenir pour regarder l'hélicoptère atterrir. L'officier camouflé s'est dirigé vers lui, alors que la terre et les débris commençaient à tourbillonner dans la cour de la station-service. L'hélicoptère s'est posé à une trentaine de mètres derrière le Hummer, et la porte du passager s'est ouverte. Une femme, portant un uniforme noir élégant, en est sortie avec un autre homme habillé de la même façon. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé si rapidement que c'est encore flou, même si j'en ai été le témoin direct. Se baissant pour éviter les rotors, la femme s'est approchée de l'officier depuis le Hummer. Quand elle a sorti le pistolet de la poche de son pardessus noir, alors qu'il levait la main en signe de salut, il n'a pas eu le temps de réagir. Elle a visé et l'a abattu d'une balle en pleine tête, puis s'est avancée lentement et a abattu l'autre soldat d'une balle dans la gorge, alors qu'il luttait pour lever son arme. Son compagnon a commencé à tirer sur les deux autres personnes qui étaient sur le point de vérifier le garage. Il a réussi à en blesser un, qui est tombé au sol en hurlant et en se serrant la cuisse. L'autre s'est retourné et a couru, mais un autre tir l'a touché au cou. Il s'est effondré, mort avant de toucher le sol. Derrière les tueurs vêtus de noir, le conducteur du Hummer s'est redressé sur son siège et a commencé à hurler sur le soldat qui tenait la tourelle de mitrailleuse. Le compagnon de la femme s'est dirigé calmement vers le soldat et s'est placé au-dessus de lui, avant de lui tirer froidement dans l'œil. Je reconnaissais la femme maintenant. C'était Huan. J'ai commencé à crier pour l'avertir que la tourelle du Humvee se dirigeait vers elle, mais ma voix était étouffée par le feu rapide de la mitrailleuse lourde. L'armement de l'hélicoptère avait été utilisé pour frapper le véhicule terrestre. Le Humvee a tremblé alors qu'il se faisait déchiqueter par les obus perforants et propulsé en avant contre les pompes à essence de la station abandonnée. Le feu de l'enfer s'est terminé après seulement 30 secondes. Mais il n'y avait aucun mouvement dans le tas fumant de métal tordu et amoché. Huan a levé la tête en direction de l'hélicoptère, et j'ai regardé vers lui lorsque deux hommes vêtus d'uniformes de camouflage urbain ont ouvert la porte latérale de l'hélicoptère. Ils ont ensuite déchargé une moto noire, puis sont remontés à bord et ont fait glisser la porte pour la refermer. Le compagnon en uniforme noir de Huan s'est approché d'elle et ils ont eu une brève conversation avant de courir vers l'hélico et de monter à côté du pilote. Les rotors se remirent à tourner plus vite et l'hélico s'est envolé dans les airs, en faisant un arc de cercle serré avant de repartir dans la direction d'où il venait. Huan l'a regardé partir, puis s'est approché de la moto et a relevé la béquille d'un coup de pied, avant de la pousser dans l'ombre sur le côté de la station-service. Elle a jeté un regard en avant, vers le garage, et a commencé à marcher directement vers nous. Luc a commencé à lever son arbalète, mais j'ai mis ma main sur son bras et j'ai secoué la tête. Il a baissé son arme, mais je pouvais voir qu'il était nerveux, après ce qu'il venait de voir. J'avais les poings 38 dans mes poches, et mes mains dessus, quand elle a ouvert les portes et est entrée dans l'intérieur sombre de la station-service. Elle nous a tout de suite repérés, et sa main est descendue imperceptiblement vers sa poche, où elle avait déposé le pistolet qu'elle avait si récemment utilisé contre ses compatriotes. Elle s'est arrêtée, mais n'a pas fait le moindre geste pour le saisir. Elle nous a regardés tous les deux d'une manière rapide et objective, que j'ai trouvée quelque peu déconcertante. Je pouvais voir qu'elle évaluait la menace que nous représentions pour elle. Ce qui était encore plus troublant, c'est la façon dont elle semblait nous ignorer assez rapidement. « Je dois parler à Sonny », a-t-elle dit. « Vous êtes avec lui ?»« En fait, c'est l'inverse en ce moment », ai-je dit. « Sonny s'est blessé, et donc je m'en occupe jusqu'à ce qu'il aille mieux. »« Blessé ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» a-t-elle demandé. Elle n'a pas cherché à cacher l'inquiétude dans sa voix. « On lui a tiré dessus quand on est allé chercher le camion que tu avais laissé pour nous, » ai-je répondu. « La balle n'a rien touché de vital, mais il a perdu beaucoup de sang. »« Mais pourtant, j'ai orienté les équipes de surveillance loin de là, » a-t-elle dit, de la surprise dans la voix. « Oui, mais dommage que tu n'aies pas pu faire la même chose avec le gang des Tigers, » ai-je dit. « Ce sont eux qui lui ont tiré dessus. »« Et merde, je lui ai dit de faire attention, » a-t-elle dit. « Je suis Isaac, et voici Luc, » ai-je dit.
Luc, est-ce que tu peux aller chercher Sonny pour mademoiselle Huan? Bien sûr, a dit Luc, en regardant Huan comme elle nous avait regardés. Bien qu'elle soit indubitablement une adulte, elle n'était pas beaucoup plus grande que moi, mesurant peut-être 1,50 m, et ses cheveux longs et noirs tombaient droit sur son bonnet noir et moulant. En regardant son uniforme noir, je pouvais voir très peu d'insignes, à l'exception des épaulettes. Chacune portait une seule étoile d'or, la désignation de l'armée chinoise pour le grade équivalent à celui de major. Elle était mince, avec une petite poitrine, mais elle n'avait pas l'air faible, loin de là, et elle se déplaçait avec la grâce facile d'un chat qui s'apprête à bondir sur une souris. « Comment tu connais mon nom ?» Son sourcil levé et la façon dont ses yeux m'ont transpercé m'ont indiqué qu'elle réévaluait ses premières impressions. « J'ai entendu une partie de ta conversation avec Sonny l'autre jour, » ai-je dit. « Pourquoi es-tu ici maintenant ?» Dès que la nouvelle de l'incident du pont est passée à la radio, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir de Sonny et de ses compagnons, a-t-elle répondu. Je suis donc venu voir si je pouvais encore les mettre sur une fausse piste. En tuant une patrouille tout entière? Ai-je demandé sarcastiquement. Comment as-tu su que nous étions ici? Je suis content que tu sois venu, mais tu dois admettre que c'est un peu suspect. Je savais que vous étiez là, a-t-elle dit avec un léger haussement d'épaule. Nous avons intercepté les données satellites en temps réel de l'incident du pont et de ses conséquences. J'ai vu le camion s'arrêter dans cette station-service avant que notre technicien ne corrompe les données et les transmette au service compétent. C'est qui, nous? Nous sommes le groupe qui a essayé d'empêcher toute cette tragédie de se produire. Mais ayant échoué, nous travaillons maintenant pour nous rattraper du mieux que nous pouvons. Nous sommes les 7 de l'ombre. Sérieusement? C'est comme ça que vous vous appelez? Ai-je demandé. Un de mes sourcils s'est légèrement arqué. Ça sonne mieux en mandarin, a-t-elle répondu, avec une pointe d'irritation face à ma plaisanterie. L'espace d'un instant, j'ai cru voir son aura de confiance suprême s'effriter un peu. Pourquoi toi? Pourquoi c'est toi le chef, alors que Sonny est blessé? A-t-elle demandé. Je pense que c'est parce que j'étais le leader de mon petit groupe lorsque nous avons rejoint Sonny et ses élèves, ai-je dit. Après la blessure de Sonny, on a organisé un vote pour voir celui qui serait plus à même de prendre les décisions nécessaires. Nous savions que nous n'aurions pas toujours le temps de former un consensus. J'ai été choisi, même si, pour l'instant, j'aurais préféré qu'il choisisse quelqu'un d'autre. Pourquoi ça? A-t-elle demandé. 2 des nôtres sont trop gravement blessés pour que nous puissions les transporter en toute sécurité. Nous devons partir d'ici aussi rapidement que possible, ou risquer d'être découverts. Et sans vouloir t'offenser, ton petit massacre n'a fait qu'empirer les choses. C'est juste une question de temps avant qu'ils se rendent compte qu'ils ont disparu. Nous devons faire vite maintenant, et je ne sais pas quoi faire avec Mark et John. Vous devez les laisser derrière vous, a-t-elle répondu. C'est dur, mais parfois en tant que chef, tu dois prendre des décisions difficiles. Des décisions pour le bien du groupe. Quoi que vous fassiez, vous devez le faire à la tombée de la nuit. Mon groupe ne pourra pas retarder les choses plus longtemps. Et crois-moi, je n'ai pas eu le choix pour le massacre. C'était eux ou vous. Il n'y a aucun moyen pour moi d'expliquer que je les ai repoussés. Laissez vos 2 blessés. S'ils ne se défendent pas quand les soldats les trouveront, ils ne seront pas tués. En fait, ils seront probablement soignés. Je l'ai regardé d'un air dubitatif. J'ai le sentiment que lorsque l'armée chinoise arriverait et trouverait ce qui restait de la patrouille, elle ne sera pas tendre avec les survivants. Mais je n'avais pas d'autre choix que de croire ce qu'elle me disait. Nous n'avions aucun moyen de soigner les blessés graves, mais le simple fait de devoir compter sur notre ennemi me rongeait. Donc si je comprends bien, ils seront soignés et ensuite expédiés pour être des esclaves, ai-je demandé, ne cachant pas le dégoût sur mon visage. À court terme, oui, a-t-elle dit. Mais mon groupe essaie d'amener le gouvernement à reconnaître la liberté et les droits des enfants d'Amérique. Il est trop tard pour sauver les États-Unis, mais si nous réussissons, ses descendants pourront vivre en tant que citoyens libres et égaux de la Grande Chine. Mon Dieu! La Grande Chine? Sérieusement? Je pense que la définition de la liberté que connaissaient les enfants américains est un peu différente de celle que tu proposes, ai-je répondu avec amertume. J'ai vu la douleur dans ses yeux et j'ai adouci mon ton. Écoute, je sais bien que tu veux agir, mais tu dois comprendre que ton gouvernement a assassiné notre pays. Il a tué presque tout le monde, et il y a encore des enfants qui meurent, des bébés. Que penses-tu qu'il arriverait si vous tuez les mères et les pères? La Chine a condamné à mort tous ceux qui n'étaient pas assez âgés pour s'occuper d'eux-mêmes. Je ne peux pas parler pour les autres, mais je ne pardonnerai jamais cela. Je comprends ta colère, mais nous ne sommes pas tous contre vous.
Avec le temps, les choses s'amélioreront. Mais pour l'instant, la résistance est futile. Tu dois essayer d'éviter de te faire capturer et t'adapter pour survivre. Les choses ne pourront jamais redevenir ce qu'elles étaient. « Yuan, que fais-tu ici ?» La voix de Sunny est venue de l'embrasure de la porte, et nous avons tous deux regardé dans sa direction. « Je suis venu pour t'aider », a-t-elle répondu en se détournant de moi. Je m'attendais à moitié à ce qu'elle se précipite vers Sunny, mais ils se sont regardés, avec presque un sentiment de méfiance. « Je ne peux pas faire grand-chose, mais si tu m'indiques votre itinéraire à partir d'ici, je peux faire de mon mieux pour empêcher les chercheurs de vous localiser. » Eh bien, après cette performance, je dirais que tu as rendu les choses bien pires pour nous, a-t-il dit, faisant écho à mon sentiment. Je ne te dirai pas où nous allons. Ça pourrait être tout aussi dangereux que de rester ici. Tu ne me fais toujours pas confiance ? A-t-elle demandé, la voix légèrement tremblante. Je t'en prie, donne-moi juste ta route pour les 80 kilomètres à venir alors. Après ça, tu devrais être hors du rayon de recherche. Honnêtement, je ne sais plus à qui ou à quoi faire confiance, a dit Sunny, avant de me regarder. Isaac, tu peux nous laisser quelques minutes ? Oui, pas de problème, ai-je dit. Je vais aller garder un œil sur les autres. J'ai de l'aspirine pour John. Ça devrait l'aider à se calmer. J'avais décidé de lui donner l'option du soulagement de la douleur, après lui avoir expliqué les dangers de l'anticoagulation. Je sais que je voudrais avoir le choix si c'était moi qui souffrais autant. Je suis passé devant Sunny qui se tenait toujours devant l'embrasure de la porte, et j'ai couru jusqu'au garage. Chapitre 9. Même si je détestais l'admettre, Yuan m'avait donné beaucoup à réfléchir sur le sort de John et Mark. Elle avait raison. Je devais faire passer l'intérêt du groupe avant les intérêts personnels. De ce point de vue, la décision était simple. Je devais juste trouver comment dire aux autres que nous allions devoir laisser Mark derrière nous. Je savais que c'était la bonne, non, la seule chose à faire. Mais ça ne me rassurait pas pour autant. Peut-être que je monterais devant avec Sunny quand on partirait après tout. Je ne pensais pas pouvoir dormir avec le regret qui me rongeait. C'était dur d'être un leader. « Comment va tout le monde ?» ai-je demandé à Samara, qui était toujours accroupie sur le tapis près des blessés. « Mark s'est réveillé pendant quelques minutes il y a quelque temps, a-t-elle dit calmement. Il a demandé de l'eau et s'est à nouveau rendormi juste après l'avoir bu. Je ne pense toujours pas qu'il sache à quel point il est blessé. Moi, je ne peux pas marcher et ma jambe me fait un mal de chien, a répondu John. Mais je suis en meilleure forme que lui. Qu'est-ce qui nous tirait dessus ? Canon automatique monté sur véhicule, lui ai-je répondu. Luc a dit que c'était probablement des balles perforantes. Il a secoué la tête. Tiens, ça peut t'aider à te soulager, mais ça peut aussi te faire perdre du sang. J'ai sorti des petits flacons d'aspirine et les ai lancés à John. N'en prends pas beaucoup, juste au cas où. Je pense que nous devrions être heureux de ne pas être dans le même état que Mark et Karen. T'as de la chance de n'avoir qu'une jambe cassée. Même si je suis sûr que tu te sens pas très chanceux en ce moment. Détrompe-toi, je le suis en fait. On a tous pensé qu'on était cuits quand on a entendu l'hélicoptère dehors et tous les tirs. Qu'est-ce qui s'est passé ? A-t-il dit. Je lui ai donné, ainsi qu'aux autres, une brève version de l'affrontement court mais désagréable entre Yuan et la patrouille. John a sifflé. Ils ont pris une patrouille entière ? Pas étonnant qu'elle nous ait dit de foutre le camp de Dodge. Pendant que Luc et moi fouillions la station-service, Sonny avait redressé la jambe de John du mieux qu'il pouvait et avait collé du ruban adhésif de chaque côté de la fracture. Une attelle de fortune pour la maintenir droite. Cela fonctionnerait probablement pour le moment, mais la fracture avait l'air vraiment grave. Et s'il n'y avait pas d'autres problèmes, comme une hémorragie interne ou une infection, je me doutais qu'il puisse remarcher sans boiter. Il m'avait semblé que c'était le type de fracture qui nécessitait des tiges et des broches pour maintenir l'os ensemble. J'ai décidé de lui donner le choix. Rester pour que les Chinois puissent peut-être réparer sa jambe, ou venir avec nous et rester libre, mais au prix de ne plus jamais pouvoir marcher correctement. C'était un choix que Mark, inconscient et plus gravement blessé, n'aurait pas. John a pris quelques aspirines et les a fait passer avec de l'eau. J'ai jeté un coup d'œil par la porte arrière ouverte du camion et j'ai vu qu'Indigo et Ali étaient toutes deux enroulées dans des sacs de couchage au sommet du tapis surélevé que nous avions installé pour Sonny. Elles dormaient profondément, alors j'ai décidé de les laisser pour l'instant et j'ai continué à faire le tour du camion. Près de l'avant du camion, j'ai trouvé Ben et Brooke. Brooke était assise sur une petite caisse en bois, l'une des nombreuses choses qui traînaient dans le garage.
Ben était assis sur le sol à côté d'elle, les jambes croisées. Brooke a levé les yeux et a souri lorsque je me suis approché. « Comment va ta cheville ?» ai-je demandé. « Oh, ça va beaucoup mieux depuis que Ben l'a bandée », a-t-elle répondu. « Je ne vais pas courir des sprints de sitôt, mais je peux marcher sans problème. Je pense que je l'ai juste tordu. Ce n'est même pas une entorse. »« C'est une bonne nouvelle », ai-je dit en hochant la tête. « Et toi, Ben, comment tu te sens ?»« C'est quoi le terme que vous dites déjà, vous les Américains ? Keep on trucking ? Eh bien, c'est ce que je fais, a dit Ben en me regardant. Nous ne partirons pas de là avant la tombée de la nuit, ai-je dit. J'ai expliqué rapidement ce qui s'était passé dehors. J'ai été surpris par le manque de réaction de Ben. Il était clairement épuisé émotionnellement et physiquement. Pourquoi n'essayez-vous pas tous les deux de vous reposer en attendant ? Ali et Indigo sont déjà endormis à l'arrière du camion. Je suis sûr que ça ne les dérangerait pas si vous les rejoignez. Et toi alors ? A demandé Brooke. On dirait que tu as besoin de te reposer autant que nous. J'ai l'intention d'essayer de dormir un peu quand nous partirons, ai-je marmonné en essayant de ne pas penser à Mark. Comment pourrais-je dormir en sachant ce que je dois faire ? J'avais le sentiment que même si je parvenais à me reposer, le sommeil serait long à venir. Quelque chose ne va pas ? A dit Ben. Il me regarda attentivement, soudainement plus alerte en sentant la détresse d'un ami. Toi, tu nous caches quelque chose. Je sentais mes épaules s'affaisser alors que je m'appuyais contre l'aile du camion. Le métal était cabossé et éraflé par la collision avec le véhicule chinois au pont. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais je ne savais pas par quoi commencer. « Eh bien, crache le morceau !» a dit Ben. « C'est Mark. Il est trop gravement blessé pour que nous puissions nous en occuper, » ai-je dit, en regardant le sol en béton, sale, au lieu de croiser leurs regards. Nous allons devoir le laisser derrière nous, et John aussi s'il le souhaite, en espérant que les Chinois les trouveront et leur fourniront tout traitement médical nécessaire. « Ça me paraît logique, » a dit Ben. « Si Brooke ou moi étions trop blessés pour continuer, c'est ce que je voudrais que vous fassiez avec nous. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, même pour un prisonnier. Ce n'est pas parce que c'est logique que c'est mieux. Je me sens comme un salaud de penser à cette hypothèse. Les Chinois ne sont pas connus pour leur sens de la compassion. Ça pourrait être une condamnation à mort. » J'ai secoué la tête. Je suis pas sûr que Luke approuvera ce plan. « Luke est celui qui a convaincu tout le monde de faire de toi le chef, » a dit Brooke. « Il continuera à te suivre, même si tu prends une décision avec laquelle il n'est pas d'accord. C'est pas un branleur. » J'ai déjà entendu ce mot, mais je sais pas vraiment ce qu'il signifie. « Quel mot ? Branleur ?» a demandé Brooke en ricanant. « Ouais. Eh bien, au risque de passer pour un expert, tu ferais mieux de me laisser répondre, Sorette, » a interrompu Ben. « Un branleur, c'est comme quelqu'un qui, tu sais, il a fait un vague mouvement de va-et-vient avec sa main. »« Mais c'est pas ce que je voulais dire, » a dit Brooke, le visage rougissant. « C'est la même chose que ce que vous, les Américains, voulez dire quand vous traitez quelqu'un d'idiot. »« Ah, j'ai compris, » ai-je dit en souriant. « Branleur. J'aime bien ce mot. »« Qui est un branleur ?» a demandé Luke, émergeant de l'angle du camion. « Toi, » ai-je dit. Ben a ri, mais Brooke a mis sa main devant sa bouche. « Je vois, » a-t-il dit, le sourcil levé. « Je plaisante. Ben et Brooke me donnaient une leçon d'anglais. »« Ok. Donc ils t'apprennent les meilleurs mots en premier, alors ?» J'ai souri, puis j'ai posé ma main sur son bras. « On devrait parler de Mark, » ai-je dit sur un ton sérieux. « Tu ne vas probablement pas aimer ce que je vais te dire, mais il ne pourra pas venir avec nous. » Je lui ai expliqué mon plan. Son visage s'est assombri pendant que je lui parlais, et le profond froncement de sourcils sur son visage m'a dit que j'avais raison sur le fait qu'il n'aimait pas ça. Mais Brooke avait aussi raison en disant qu'il accepterait néanmoins ma décision. En fin de compte, avec quelques dissensions, les autres membres du groupe ont également convenu que laisser Mark derrière était la meilleure solution pour le bien de tous, surtout le sien, même si personne n'aimait particulièrement cette idée. Samara a décidé de rester elle aussi. Elle voulait rester derrière et veiller sur lui, même si nous avons tous essayé de l'en dissuader. À ma grande surprise, John, souffrant, a également décidé de rester et de permettre aux Chinois de le capturer dans l'espoir que sa jambe soit soignée correctement. C'est trop douloureux, et qui sait, s'il me soigne, je pourrais peut-être recueillir des informations qui pourront être utiles à l'avenir. Je sais à peu près où je pourrais vous trouver si tout se passe bien. Je me sentais mieux à l'idée de quitter Mark, maintenant que John avait choisi de rester, même si je n'avais pas beaucoup d'espoir de revoir l'un d'entre eux un jour.
Indigo et Brooke ont essayé de convaincre Samara de venir, mais impossible de la faire changer d'avis. Et je pouvais dire que ce n'était pas seulement par altruisme. Il était clair qu'elle était fatiguée de fuir. Nous avons déballé de la nourriture et de l'eau. Nous leur avons laissé pendant qu'ils attendaient que les Chinois les trouvent, et j'ai également laissé le petit flacon d'aspirine à John. J'ai également proposé de leur laisser une arme, mais ils ont refusé. John et Samara ont estimé que leur chance était meilleure s'ils étaient trouvés sans armes. Sonny était revenu dans le garage, environ 25 minutes après que je l'ai laissé à la station-service avec Yuan. Je l'ai entendu partir. Sa moto surpuissante était bruyante, et elle était clairement pressée. Il nous a dit qu'elle essayerait de retarder la découverte de la patrouille manquante jusqu'au lendemain matin, ce qui nous laisserait largement le temps de nous enfuir si nous partons à la tombée de la nuit, comme nous l'avions prévu. Il avait l'air malheureux, et je devinais que ses sentiments pour elle étaient encore profonds et intacts. Il a dit qu'il se sentait prêt à conduire pendant un moment, mais il a été décidé que je monterais à l'avant avec lui pour l'aider s'il en avait besoin. Maintenant que la décision sur qui restait et qui partait a été prise, je me sentais épuisé, et sachant qu'une longue nuit m'attendait, j'ai finalement réussi à m'allonger et à m'endormir pendant quelques heures. Chapitre 10. Luc m'a réveillé au coucher du soleil. Je me suis levé lentement, étirant mes muscles endoloris. Le sommeil m'avait fait du bien, mais je somnolais encore. Assurément, je n'avais pas assez dormi. Le stress de la journée m'épuisait d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je n'aime pas le stress, mais je savais que j'allais en subir bien plus, au moins jusqu'à ce que nous arrivions au refuge. « Tiens, on dirait que t'en as plus besoin que moi », m'a dit Luc, en tendant une boisson énergisante de sa réserve. Je ne sais pas où il les gardait. Je ne l'ai jamais vu les emballer ou les déballer, mais il semblait toujours pouvoir, comme par magie, produire des boissons énergisantes selon les besoins. « Tu vas toujours prendre le volant ce soir ?»« Ouais, c'est le plan, » ai-je dit en lui prenant la canette et en l'ouvrant. À moins que quelqu'un d'autre veuille vraiment la place. « Pas moi, a-t-il dit. Je vais dormir à partir d'ici, jusqu'à ce qu'on s'arrête à nouveau. Je suis crevé. Je pense même pas qu'une autre rencontre avec les Chinois me réveillerait une fois que je serai endormi. » Alors que je descendais la moitié de la boisson énergétique, il m'a regardé, soudainement très sérieux. « Quoi ?» ai-je demandé. « Ce truc avec Mark et John, et Samara. Ça craint, mec. J'aimerais convaincre tout le monde de s'en sortir, de trouver un moyen d'amener tout le monde. Mais bon, je sais qu'on peut pas, et je veux juste que tu saches que je respecte ta décision. » « Je sais, lui ai-je répondu. Je partage ton sentiment, et si je pouvais penser à un autre moyen, je le ferais immédiatement. Mais Mark et John ont besoin de vrais soins médicaux, bien différents de tout ce que nous pouvons donner. Samara, par contre, eh bien, tu peux le voir aussi. Je pense qu'elle est juste fatiguée de fuir. De toute façon, c'était leur décision. John et Samara, je veux dire. Mark est le seul que nous ne pouvions pas aider. « Et le refuge vers lequel nous nous dirigeons ?» a demandé Luc avec un soupçon d'espoir dans sa voix. Je l'ai trouvé contagieux, et j'ai failli céder moi-même avant que la dure réalité ne l'emporte dans mon esprit. Même si nous y arrivions, et que nous découvrons que le refuge est réel, il n'y a aucune garantie qu'ils seront en mesure de fournir l'aide médicale nécessaire. Pour sauver Mark, ou John d'ailleurs. Je secoue la tête. Dans ce cas, je pense que nous devons simplement accepter que la possibilité de recevoir des soins médicaux de la part des Chinois est préférable au fait de parier qu'il existe réellement un refuge. Tu penses que le refuge n'existe pas et qu'on perd notre temps ? Non, j'espère qu'il est là et que nous le trouverons. Mais je suis presque sûr qu'à un moment ou un autre, dans les prochains jours, nous devrons continuer notre route à pied. Ce sera difficile, même pour ceux d'entre nous qui sont en forme et en bonne santé. Je n'avais pas pensé à ça, a dit Luc. J'ai incliné la tête. Je ne sais pas s'il était tout à fait convaincu, mais il semblait accepter mon raisonnement. Viens, voyons à quel point nous sommes proches du départ. J'ai fini le reste de la boisson et je me suis dirigé vers l'arrière du camion. Le reste de l'équipe emballait les dernières marchandises que Luc et moi avions récupérées à l'arrière du camion. J'ai trouvé Indigo dans la cabine du camion. Ai-je demandé plein d'espoir. « Bien sûr, c'est ici qu'il y a de l'action », a-t-elle répondu avec un sourire enjoué. Son heure de repos semblait lui avoir fait le plus grand bien. Mais je trouvais qu'elle avait l'air en forme, même quand elle était sur le point de s'effondrer de fatigue. « Tu sais tirer ?» lui ai-je demandé. « Oui, un peu », a-t-elle dit, avec un regard dans le vide. « Mon père m'a appris. »
J'ai sorti le revolver que j'ai trouvé dans la station-service et je lui ai tendu, ainsi qu'une poignée de cartouches supplémentaires. « Garde ça, j'en ai déjà un, ai-je dit. 2 revolvers prennent trop de place dans mes poches. »« Merci. » Elle l'a regardé, puis l'a tendu et a aligné le viseur. « Où tu l'as trouvé, celui-là ?»« Dans la station-service, quand Luc et moi sommes allés vérifier. »« Cool. Je vais le garder à portée de main, » a-t-elle dit en le glissant dans la poche de son manteau. « Est-ce que tout le monde est prêt à partir ?»« À peu près, ai-je répondu. Je me suis tourné pour regarder vers l'arrière du camion, et j'ai vu Sonny ouvrir un peu les grandes portes du garage. C'était le crépuscule, et la lumière déclinait, mais l'obscurité totale n'arriverait pas avant une demi-heure environ. Samara était assise avec Mark et John sur le tapis que nous leur avons laissé. La nourriture et l'eau étaient empilées à proximité. Les garçons blessés étaient recouverts de quelques-unes des couvertures supplémentaires que nous avions apportées. Les autres passagers se tenaient debout et discutaient tranquillement, attendant l'ordre de remonter dans le camion. Je me suis alors dirigé vers Luc. « Je pense que nous sommes prêts à partir. » Il a hoché la tête et Sonny nous a rejoints. 20 minutes de plus et il fera totalement nuit. C'est à ce moment-là que nous partirons. Quelque chose me turlupinait, et j'ai décidé de parler à Samara une dernière fois avant de la laisser derrière nous. « Excuse-moi une seconde. » Je me suis dirigé vers le coin du garage. Mark était toujours dans les vapes, allongé sur le dos, des cernes sous les yeux. Et John avait la tête posée sur les genoux de Samara. Il ne dormait pas, mais avait l'air épuisé. « Tu ne me dissuaderas pas de rester, Isaac, » a-t-elle dit, comme si elle lisait dans mes pensées. « J'ai essayé, Isaac. Elle ne veut pas entendre raison, » a dit John d'un ton résigné. Sentant peut-être ma tristesse, Samara a posé sa main sur mon genou. « Ne le prends pas personnellement, ça n'a rien à voir avec toi. Je suis contente qu'il t'ait nommé chef pendant que Sonny était blessé. Tu as été super et tu as réussi à nous emmener si loin. J'en ai juste marre de me cacher et de fuir. Je n'aime pas l'idée de laisser 2 amis blessés se débrouiller seuls. Mais je comprends pourquoi il en est ainsi. De plus, si je suis là, ils auront au moins quelqu'un pour s'occuper d'eux. » Samara a marqué une pause, comme si elle pesait ses mots avec soin. « De plus, peut-être que ce ne sera pas si mal avec eux, tu sais. » En d'autres temps et lieux, j'aurais peut-être discuté avec elle, mais je voyais bien que John avait raison. Samara était persuadée que c'était la meilleure chose à faire. Je lui ai donc serré la main. « Ok, j'espère que tout ira bien pour vous tous. Est-ce que je peux faire autre chose avant qu'on parte ? » « Eh bien, tu pourrais surveiller Mark pendant que je me réfugie dans la chambre de la petite fille. »« Ça marche, mais va pas trop loin. » Samara s'est retirée de sous la tête de John et a quitté le garage. J'ai posé ma main sur le front de Mark. Il était brûlant, terriblement brûlant. J'avais l'impression qu'il ne passerait pas la nuit. « Sonny !» Le cri de désespoir d'Ali m'a fait retirer ma main. Je me suis levé d'un bond. Elle était à l'angle arrière du camion, pointant vers l'ouverture de l'abri. Les portes n'étaient pas dans mon champ de vision lorsque j'ai couru vers elle, et j'ai rejoint Sonny et Luc qui se sont précipités hors de la cabine. Ils se sont arrêtés rapidement quand ils ont vu ce qui avait effrayé Ali. Moi aussi. Il y avait 3 silhouettes, éclairées par les dernières lueurs du crépuscule. Leurs visages étaient dans l'ombre, mais je n'avais pas besoin de les voir. Au milieu se trouvait la silhouette sans équivoque du chef des Tigers, Shane. À côté de lui se tenait un autre membre de son gang, et la 3e figure, tenue fermement par le bras du voyou, était Samara, une courte lame pressée contre sa gorge. Sonny a fait un pas en avant. « Ne bougez pas, vous tous, ou je la tue !» a lancé Shane. J'ai vu la forme d'un pistolet dans sa main. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit qu'il était assez désespéré et juste assez fou pour mettre sa menace à exécution. « Qu'est-ce que tu veux, Shane ?» a demandé Sonny par-dessus les cris d'Ali. « Oh, tu vas voir, connard !» a-t-il craché. « D'abord, fais taire cette salope !» Sonny a passé une main sur l'épaule d'Ali et l'a rapproché. « Chut maintenant, tout va bien se passer. Va t'asseoir dans le camion jusqu'à ce que je te dise de sortir. »« Les portes !» a lancé Shane à son acolyte. Samara a sursauté lorsque l'homme l'a traîné jusqu'aux portes et les a refermées sans relâcher sa prise. J'ai fait un autre pas en avant, mais je me suis arrêté lorsque les yeux de Shane se sont fixés sur moi. « C'est ça,
Bientôt, Lawai. Que quelqu'un allume une lumière, a-t-il dit, les yeux fixés sur moi. J'ai entendu du mouvement à l'arrière du camion, et d'une manière ou d'une autre, la lumière de la remorque s'est allumée. Shen s'est retourné vers Sonny. Eh bien, nous y voilà, Sonny. Je ne suis pas particulièrement contrarié que tu ne sois pas venu avec nous quand cette invasion de merde est arrivée. Je t'aurais probablement tué de toute façon. C'est pas bon d'avoir deux alphas dans la meute, si tu vois ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, de l'eau a coulé sous les ponts. Je suis même prêt à oublier que toi et ta bande de bébés kung-fu nous avez menés dans un piège qui a tué tous mes hommes. Peut-être que tu m'as fait une faveur. Un grand groupe comme celui-là allait forcément être remarqué par les Chinois. En revanche, ce que je suis pas prêt d'oublier ou de pardonner, c'est le sale Lawai qui a tué Jack. Livre-le, et le reste d'entre vous pourra continuer sa route. D'après ce que j'ai vu avec ce qui s'est passé avec l'hélicoptère, t'as des amis haut placés. Non, et ce n'est pas négociable, a dit Sonny simplement. Ton frère a eu ce qu'il méritait, a hurlé Indigo en sautant sans crainte du camion et en faisant le tour pour faire face à Shen. Il allait me violer. Eh bien. Jack a toujours eu bon goût en matière de salope, a-t-il dit en passant sa langue sur sa lèvre supérieure. Sans peur et avec un regard plein de rage, Indigo s'est avancé en même temps que moi. Hé a crié Shen, puis il s'est avancé, plaçant rapidement la pointe de son arme contre le front d'Indigo. Indigo s'est figé, et moi aussi. C'est à moi qu'il s'est adressé ensuite. Un autre mouvement comme ça, et je lui mets une balle dans la tête. Je me tenais là. L'adrénaline parcourait mon corps, frustré et impuissant à protéger les personnes dont le sort était entre mes mains. Il semblait n'y avoir aucune issue. Mais c'est alors que j'ai compris. La seule et unique option que j'avais pour nous sortir de toute cette situation. « S'il te plaît, Shen, » a dit Sonny d'une voix calme. « On est déjà assez dans la merde comme ça. Alors n'aidons pas les Chinois à nous tuer. S'il te plaît, baisse ton arme. » J'ai été choqué en voyant le leader des Tigers s'exécuter. Il a baissé son arme et s'est éloigné d'un pas d'Indigo. J'ai vu ses épaules se détendre et elle a reculé contre le camion. « Tu sais quoi, Sonny ? T'as raison. Et en l'honneur du fait que nous étions autrefois Tigers ensemble, je vais tous vous laisser partir. » Tous, sauf lui. Il a pointé son doigt vers moi, comme si c'était une arme chargée. « Non, je vous l'ai dit, c'est non négo... »« Sonny !» ai-je lancé, l'interrompant. « C'est bon, il a raison. C'est la seule solution. Ça ne s'arrêtera pas avant que je sois mort. Ou qu'il le soit. La seule chose qui nous reste à décider, c'est s'il va me tirer dessus comme un lâche ou se battre comme un homme. » J'ai vu que ces mots avaient l'effet désiré. Shen a levé le menton de manière provocante. « Tu veux te battre avec moi, Lawai ?» a-t-il demandé incrédule. « Je m'appelle Isaac, » ai-je dit en m'avançant et en soutenant son regard arrogant avec mon propre regard provoquant. « Et ouais, tu m'as bien entendu. Je veux me battre contre toi. Au corps à corps, sans armes. » Shen a éclaté de rire. Mon regard n'a pas faibli. Finalement, il a cessé de rire et m'a regardé sans sourire. « Ah, je sais pas. Isaac, tu évoques la lâcheté, mais je crois me souvenir que tu as tiré sur mon frère avec une mitraillette. Il était armé et en train de violer une fille, comme un lâche. » Les yeux de Shen ont brillé de colère. Il m'aurait tiré dessus aussi, s'il en avait eu l'occasion. Shen a fait une pause pour examiner la situation. « D'accord, Isaac, » a-t-il dit après quelques secondes. « La satisfaction que j'éprouverai à te réduire en bouillie avant de te tuer en vaudra la peine. » Il a regardé son partenaire corpulent. « Zou, si quelqu'un fait un geste pendant ce temps, coupe la gorge de la fille et élimine tout ce que tu trouves. »« Oui, patron. »« Isaac, tu n'as pas à faire ça, » a dit Sonny, en s'interposant entre nous et en levant les mains comme un agent de circulation. « Shen, je vais me battre contre toi. » Shen a regardé le t-shirt de Sonny, maculé de sang, puis ses yeux. « Autant j'aimerais te botter le cul pour tous les problèmes que tu m'as causés, autant ce ne serait pas un combat équitable. Mais si tu veux vraiment m'avoir, je suis heureux de te donner une chance. Mais tu devras attendre ton tour. »« C'est bon, Sonny, je sais ce que je fais, » ai-je dit. Confus, Sonny m'a regardé pendant quelques secondes, puis il a hoché la tête. Il s'est approché de moi et a baissé la tête. N'importe quel moyen,
a-t-il chuchoté. J'ai hoché la tête, et Sonny est retourné vers le camion, où les autres observaient avec appréhension. J'ai regardé Indigo, et j'ai été étrangement heureux par l'inquiétude gravée sur son visage. Quand je me suis retourné vers Shen, il avait remis son arme à Zou et tiré son t-shirt par-dessus sa tête. Il était impressionnant par sa musculature, pas du genre bodybuildé, mais le genre de muscles durs et veineux que l'on obtient après des années d'entraînement aux arts martiaux et des années de combat. Son abdomen semblait avoir été taillé dans la pierre. Son seul défaut était une petite cicatrice qui semblait être le résultat d'un coup de couteau. Une petite graine de doute a germé dans mon esprit, mais je l'ai rapidement piétinée. Le peu de temps que j'avais passé à travailler avec Sonny avait ravivé mes compétences en kung-fu, et son insistance sur le principe du « n'importe quel moyen » avait un sens dans ce nouveau monde sauvage. En fait, il m'avait inculqué la nécessité d'utiliser tous les moyens, juste ou non, pour mettre un adversaire hors d'état de nuire. De faire fi de tout sens du fair play, tuer ou être tué. Je savais que ce serait mon premier ou dernier test. J'ai tourné le dos à Shen et je me suis éloigné du camion pour me diriger vers le centre du grand hangar. Shen m'a suivi. Le garage devenait de plus en plus froid et notre souffle s'élevait dans l'air pendant que nous nous affrontions. J'ai enlevé ma veste, mais j'ai gardé mon t-shirt. Shen me regardait d'un air effronté, et j'espérais que son effronterie jouerait en ma faveur. Ça, et le fait que je pouvais avoir l'élément de surprise de mon côté. Il n'avait aucune idée de mon niveau, et en fait, il supposait probablement que je n'en avais pas du tout. Je me tenais sur la pointe des pieds, les genoux légèrement pliés, et j'ai levé les poings. Shen a grogné, et il s'est dirigé droit vers moi. J'ai attendu jusqu'à la dernière seconde, puis j'ai basculé en arrière, évitant son poing volant, et j'ai reculé légèrement hors de sa portée. Ses yeux se sont légèrement écarquillés devant mon esquive habile, mais son visage me disait qu'il était encore trop sûr de lui. Cette fois, j'ai esquivé son poing et lui ai donné un coup de poing sur le côté avant de m'éloigner rapidement. Il a grimacé et s'est frotté au niveau des côtes. Je n'avais pas encore infligé de réels dommages, mais maintenant, il me prenait au sérieux. Shen a ricané pour me montrer qu'il n'avait pas eu mal. Puis il a levé les poings avant de s'approcher à nouveau de moi. Cette fois, avec plus de précaution. J'ai attendu qu'il réduise lentement l'écart entre nous. Je n'ai pas été assez rapide pour esquiver son prochain coup de poing, mais il n'a fait que frôler mon menton. Je me suis rendu compte trop tard que c'était une feinte, et le deuxième coup, le vrai, m'a atteint à l'estomac. Un souffle s'est échappé de ma bouche et de mes narines, et je me suis plié en deux alors qu'il se déplaçait habilement hors de portée. J'ai entendu les halètements de désespoir de mon groupe, par-dessus les battements de mon cœur, qui semblaient prêts à sortir de ma poitrine. Sa retraite n'était pas nécessaire, car je n'étais pas en mesure de contrer. Au lieu de poursuivre son attaque, il a profité pour jubiler, levant les bras et hochant la tête comme un combattant victorieux. Le public n'a cependant pas apprécié. Mais sa façon de se pavaner m'a donné le temps de reprendre mon souffle. Je n'en ai pas eu besoin, mais je suis resté plié en deux pour tenter d'alimenter son excès de confiance. Et ça a marché. Sans prévenir, il a cessé de se pavaner et a fait 2 pas avant de me lancer un vicieux coup de pied circulaire à la tête. J'ai roulé sous le coup, pas assez vite pour l'éviter complètement. Son talon a effleuré ma joue, juste sur la plaie, mais ça n'a pas arrêté mon élan. J'ai continué à rouler et je lui ai donné un coup de poing dans l'aine en roulant sous lui. Il est tombé sur le sol en jurant et en tenant ses bijoux de famille. Étourdi par le coup porté à ma pommette, je me suis mis à 4 pattes, tandis que du sang chaud coulait sur mon visage. J'ai regardé Shen avec circonspection, alors qu'il luttait lui aussi pour se relever. Score, 1 partout, me suis-je dit. J'ai réussi à me lever, alors qu'il se débattait à genoux. J'ai attendu. « Attaque-le, Isaac !» a crié Sonny. Même si je me sentais mal, je savais que Sonny avait raison. Je devais profiter du fait qu'il était à terre. N'avait-il pas fait la même chose avec moi? J'ai pensé au pistolet qu'il avait pointé sur le front d'Indigo, et j'ai canalisé ma rage. Je me suis précipité en avant, et j'ai visé sa tête avec un coup de pied. Peut-être pas aussi affaibli que je le pensais, il a attrapé mon pied en plein vol, et l'a tordu vicieusement. J'ai gémi de douleur, mais je me suis laissé tomber dans le sens de la torsion,
évitant ainsi de me blesser. Malheureusement, je suis tombé de haut et le côté de ma tête a heurté le béton froid du sol du garage. Je sais que ça fait cliché, mais j'ai vu des étoiles. J'ai lutté à nouveau pour me relever, et à mon grand désarroi, j'ai vu que Shane était maintenant debout. Pire encore, ses yeux criaient au meurtre. J'avais mal, l'agonie de ma joue provoquait un certain brouillard dans mon esprit. Il a attendu à nouveau, semblant apprécier ma difficulté, tel un ivrogne, pour me relever. Il savait qu'il me tenait maintenant. Dès que je me suis redressé, il a dansé autour de moi, juste hors de ma portée. Il sautillait et avançait la tête comme s'il me défiait de le frapper. Je lui ai donné un coup de... J'ai essayé de lui porter un coup, mais ma tentative était trop faible. Je savais à la seconde où je l'ai lancée qu'elle ne le toucherait pas, et le gangster vif et souriant, apparemment remis du coup qu'il avait reçu à l'aine, l'a esquivé facilement et m'a donné un coup dans les côtes. Sa frappe a envoyé de nouvelles vagues de douleur à travers mon corps, et j'ai vacillé un peu. Une fois de plus, il s'est remis hors de ma portée, sans profiter de son avantage. Je ne suis pas tombé, je savais que si je tombais, c'était fini. Il est revenu vers moi, et j'ai su que c'était le moment. Le regard d'acier dans ses yeux indiquait clairement qu'il était prêt à en finir maintenant. J'ai juste réussi à esquiver le premier coup de poing, et quand le coup suivant dans les côtes est arrivé, je l'ai évité, et j'ai coincé son bras sous le mien. Il a essayé de se dégager, mais je l'avais coincé. Shane a enchaîné de nombreux coups sur le sommet de mon crâne avec sa main libre. Heureusement, j'ai la tête dure, et j'ai pu encaisser les coups. Les mots de Sonny ont résonné dans mon esprit. N'importe quel moyen. Alors qu'il était coincé contre moi, distrait, essayant de m'enfoncer le cerveau, j'ai attrapé ses bijoux de famille, à travers son jean, et je les ai tordus sauvagement. Je sais que c'était un coup bas, mais c'était un combat pour ma vie, ni plus ni moins. Il n'allait pas s'arrêter avant que je sois mort. Il avait déjà prouvé qu'il n'aurait aucune pitié pour moi. Si je devais l'emporter, je n'en aurais pas pour lui non plus. Shane a crié, et pendant qu'il était préoccupé par l'agonie causée par ses parties inférieures, j'ai entouré son cou de mon bras, le tirant dans une prise de tête classique, avant de tomber délibérément en arrière, laissant mon poids nous entraîner vers le bas. Nous avons frappé le sol durement, et c'est moi qui ai subi le gros de l'impact. Encore essoufflé, j'ai tenu bon, serrant mon bras plus fort autour de son cou, m'accrochant à l'espoir de survivre à ce combat. Il était sur moi, son dos contre moi, alors qu'il essayait de nous retourner pour pouvoir se détacher et recommencer à me frapper. J'ai rapidement utilisé mon autre main pour bloquer mon bras droit, et j'ai serré plus fort. Il a cessé d'essayer de se retourner, et cherchant à respirer, a commencé à me donner des coups de coude dans les côtes, essayant frénétiquement de me faire relâcher ma prise. Il a donné quelques bons coups. J'ai haleté de douleur, mais j'ai tenu bon, en resserrant de plus en plus ma prise sur la tête, en lui arrachant lentement ses derniers espoirs de lutte, et sa vie. Ce n'était pas comme dans les films. Il a fallu une éternité pour qu'il arrête de se débattre, et même au moment où il l'a fait, je n'étais pas encore prêt à le lâcher. Ce n'était que lorsque Sonny est venu me tapoter la tête et m'a dit que je pouvais lâcher prise, et j'ai lentement relâché mon emprise. Luke était là aussi, et m'a aidé à sortir de sous le corps de Shane. Je ne pouvais pas le regarder. Même si j'avais gagné, je ne me sentais pas victorieux. En fait, j'avais plutôt la nausée. J'ai fait 2 pas vers le mur, et j'ai vidé le contenu de mon estomac. Nous avons entendu un claquement, alors que les portes du garage s'ouvraient brusquement. Nous nous sommes retournés à temps pour voir Zou courir dans la nuit, tandis que Samara tombait à genoux, soulagée. Le couteau qui était au niveau de sa gorge il n'y a pas si longtemps était à présent sur le sol, près de ses mains tremblantes. Chapitre 11. Sonny m'a tapé sur l'épaule. « Tu as fait ce que tu devais faire, Isaac. Comme tu l'as dit, c'était lui ou toi. » Je n'ai rien dit. Je suis retourné vers le camion, passant devant les autres, serrant même la main d'Indigo quand elle m'a tendu la main. Ignorant la douleur dans ses yeux, j'ai continué jusqu'à la cabine et j'ai grimpé dedans avant de m'asseoir, la tête dans les mains. J'avais mal partout, mais rien ne me faisait autant mal que ce que je ressentais. Tuer un homme à main nue était 1 million de fois pire que le sentiment que j'avais éprouvé lorsque j'avais dû en abattre un avec une arme. C'était plus réel en quelque sorte, plus brut. Sous le choc,
Je ne me souviens que vaguement que tout le monde a fait ses derniers adieux à Samara, John et Mark, alors que j'étais assis dans le camion. Indigo m'a dit plus tard que Samara s'était rapidement remise de son épreuve et lui avait dit de me remercier. Comme j'étais absorbé par ma propre misère, j'ai à peine entendu les autres monter dans la remorque du camion. Finalement, Sonny est montée sur le siège conducteur et m'a tendu mon pistolet et ma parka. J'ai enfilé la parka machinalement et ai glissé le revolver dans ma poche, tandis qu'Indigo, fidèle à sa parole, est montée et s'est installée à côté de moi. Elle n'a rien dit, m'a juste tendu un chiffon pour ma joue et ensuite mis ses mains sur ses genoux. En regardant dans le seul rétroviseur restant du côté passager, elle a dit à Sonny « Tu devrais pouvoir y aller directement. » « Ok, a-t-il dit, en mettant le camion en marche arrière et en appuyant doucement sur la pédale d'accélérateur. Il y est parvenu du premier coup et a fait demi-tour dans le parking de la station-service, s'arrêtant à la sortie avant de me regarder. « L'autoroute est à droite ?» Je savais qu'il essayait de me distraire et je lui en étais reconnaissant. « Ouais, si on va à gauche, cela nous ramènerait au pont. Et nous ne voulons pas y aller, ai-je dit. Au-delà, je vais être assez inutile. Luc et son atlas sont ce sur quoi je comptais pour la navigation. » « C'est une bonne chose qu'il ait laissé ça ici alors, a dit Indigo en montrant l'atlas routier abîmé que Luc avait pris à Walmart, un jour qui semblait si lointain maintenant. Mon Dieu, ça fait vraiment seulement 2 semaines que nous avons quitté Fort Carter. J'ai l'impression que ça fait des années. Excellent, a dit Sonny, avant d'arrêter le camion. Il a rapidement parcouru l'atlas avant de partir. Nous avons atteint la bretelle d'accès rapidement, mais à ma grande surprise, Sonny l'a dépassé et a tourné sous l'autoroute au prochain carrefour. Puis a continué à remonter la route 140, aussi vite que possible dans la nuit glacée. La cabine du camion était froide en raison de l'absence de fenêtres latérales. J'étais préparé à cela, bien sûr, ayant conduit pendant la journée. Mais la nuit, le froid était accentué par la chute des températures. J'ai remonté la partie inférieure de ma capuche de ma parka pour couvrir le bas de mon visage. Et j'ai regretté de ne pas avoir de lunettes de ski pour protéger mes yeux du vent. Cette route nous ramènera à l'autoroute et nous permettra d'éviter une grande boucle semi-circulaire vers Fitchburg et Leominster, a dit Sonny. Nous prendrons la 2 juste après Leominster et la suivrons jusqu'à la 202, qui nous mènera à Concord dans le New Hampshire. De là, nous pourrons prendre la I-93 vers le nord jusqu'à notre destination. On dirait que tu n'as pas besoin d'un guide après tout. Je pensais que nous devrions abandonner le camion avant d'arriver trop près de Drake Mountain, ai-je dit. Nous ne voulons pas que les Chinois aient trop de facilité à nous suivre quand ils trouveront le camion. Bonne idée, a-t-il répondu. Il y a une ville qui se trouve à une dizaine de kilomètres avant Lincoln, si mes souvenirs sont bons, où nous bifurquerons pour nous rendre au chalet de ski, Compton ou Campton, quelque chose comme ça. On peut trouver un endroit pour cacher le camion là-bas. Campton, a dit Indigo, en éclairant l'atlas qu'elle tenait dans ses mains et en regardant la bretelle de l'autoroute 93 qui traverse le New Hampshire. Combien de temps pensez-vous qu'il nous faudra pour y arriver? Si ma mémoire est bonne et si nous ne rencontrons pas d'autres problèmes, je pense que nous devrions arriver à Campton dans les 4 heures. Je ne suis pas sûr que l'espoir de ne pas avoir d'ennui soit réaliste, ai-je dit. Concorde est une assez grande ville, donc nous devrions probablement prévoir qu'il y ait une présence militaire chinoise basée là-bas. Cela signifie qu'il pourrait être dans la région. T'as probablement raison. Nous ne devrions probablement pas compter arriver à Compton après le lever du jour. Bon sang, il fait un froid de canard ici, a-t-il dit après quelques minutes de silence. J'aurais dû te dire que j'étais encore trop faible pour conduire. Il fait plus froid maintenant que ce matin, ai-je répondu. Mais au moins, tu as des gants. J'ai conduit sans eux aujourd'hui, et mes doigts sont encore brûlés par le froid. Ils ne deviennent pas noirs ou autre chose, n'est-ce pas? A demandé Indigo, avec une réelle inquiétude dans sa voix. Mon oncle Joe a eu des gelures aux pieds, il y a quelques années, et ils ont dû lui couper 3 orteils. Non, rien de tel, ai-je dit en souriant. Leur petite conversation avait réussi à faire oublier ce qui venait de se passer avec Shen, et j'ai remercié le destin, ou le karma, ou tout ce qui avait pu aider à trouver ces gens. Cette météo devrait nous donner un avantage, non? A demandé Indigo. Il fait froid et la Chine est un endroit chaud, non? Donc les soldats chinois ne seront pas habitués au froid? Pas vraiment, lui a dit Sonny. La Chine est un grand pays, et elle possède toutes les mêmes différences climatiques que les États-Unis. Si les soldats du sud de la Chine ne sont peut-être pas acclimatés au froid,
Ceux qui viennent de Mandchourie trouveront que le temps est assez similaire à celui de chez eux à cette période de l'année. Oh, a dit Indigo, ses dents claquaient. Je me suis rapproché d'elle pour la réchauffer, sans avoir le courage de l'entourer de mon bras. Sonny, j'étais vraiment content de voir ta petite amie aujourd'hui. Fuan n'est plus ma petite amie depuis longtemps maintenant, a répondu Sonny. Je n'étais pas très content de la voir, parce que ça voulait dire qu'elle se mettait en danger pour nous. Si elle ne s'était pas montrée, on aurait été foutus, ai-je dit. Ouais, mais on est encore peut-être dans la merde. Quand cette patrouille décimée sera localisée, les recherches vont s'intensifier. C'était idiot de sa part de venir à notre secours, si elle dit vrai à propos d'elle et son groupe. Les 7 de l'ombre, ai-je dit, en rendant ma voix aussi sinistre que possible. Ouais, eux, a-t-il dit, ne comprenant apparemment pas la plaisanterie. Si ce qu'elle dit d'eux et de ce qu'ils essayent de faire est vrai, alors même si je déteste le dire, ils sont beaucoup plus importants que nous dans l'ordre des choses. Nous avons roulé en silence, tandis que les phares, qui fonctionnaient miraculeusement encore après tout ce que le camion avait surmonté, éclairaient les petits flocons de neige qui commençaient à dériver du ciel nocturne. Chapitre 12. Je dois admettre que je ne me souviens pas bien du trajet jusqu'à ce que nous prenions l'autoroute juste à la sortie de Leominster. Je me souviens avoir parlé à Sonny et Indigo, mais les détails de nos conversations ne sont pas aussi clairs que beaucoup de mes autres souvenirs de cette période. J'étais probablement en état de choc. Probablement, j'étais définitivement en état de choc. Je me souviens vaguement qu'Indigo a sorti une trousse de premier secours de la boîte à gants et a nettoyé la blessure de ma joue. Même la piqûre de l'alcool qu'elle a utilisée n'a pas semblé atténuer le brouillard dans mon cerveau. Une chose qui me trottait dans la tête était le fait de savoir que je venais de tuer une autre personne de mes propres mains. Et, bien que je sache que je n'avais pas le choix, c'était quelque chose qui me pesait lourdement. Tout se passait comme prévu. Nous atteindrions notre destination, mais il était difficile de m'en soucier, alors que je ne parvenais pas à me débarrasser du bruit de chaînes en train d'étouffer. Mes mains ont tremblé pendant un long moment après cette lutte. Ce n'était pas vraiment comme dans les films, où le héros était déjà en train de se blottir contre la fille de ses rêves. Eh bien, la fille de mes rêves était à côté de moi, et nous étions en quelque sorte blottis l'un contre l'autre, mais plus par besoin de se réchauffer qu'autre chose. Après un certain temps, le choc a commencé à s'estomper, et j'ai même pu dormir quelques heures et bénéficier d'un sommeil réparateur. Lorsque je me suis réveillé, Indigo était en train de dormir, et mes pensées ont dérivé avec espoir vers l'avenir. La perspective d'atteindre le refuge et de m'installer dans une sorte de normalité m'excitait, et j'ai commencé à fantasmer sur la façon dont cela pourrait se passer et sur comment les choses pourraient être là-bas. Bien sûr, les choses ne pourraient jamais revenir à la normale. La normalité n'existait plus. L'enfer sur Terre était devenu la nouvelle normalité. Je suppose que j'avais un avantage sur les autres. Ma normalité avait déjà changé pour toujours, avant que les Chinois ne libèrent le virus de la grippe de Pyongyang. Au moment où les adultes ont commencé à mourir, j'avais déjà pris l'habitude de m'adapter aux nouvelles situations. Malgré le fait que le chauffage brûlait, l'absence de fenêtres faisait que la cabine du camion était comme un réfrigérateur. J'avais beau vouloir garder Indigo blotti contre moi, lorsque nous sommes arrivés sur l'autoroute, je me suis penché en avant sur le siège passager, mes mains entourant la bouche d'aération de mon côté. La neige tombait de plus en plus fort au fur et à mesure que nous avancions vers le nord, et je commençais à craindre qu'elle nous rende facile à suivre depuis les airs. C'est drôle comme les mêmes peurs qui m'avaient assailli pendant que nous marchions dans les bois après avoir perdu Sarah revenaient me hanter alors que nous roulions vers le nord près de 2 semaines plus tard. J'ai repensé à Sarah, qui s'était assurée que nous nous amusions tous pendant sa dernière nuit sur Terre. Un tel gâchis. D'elle, mon esprit a dérivé vers les autres que nous avions perdus, Arthur et Karen, et ceux que nous avions dû laisser derrière nous, John, Samara et Mark. Les 3 derniers étaient encore en vie lorsque nous les avons quittés, et j'espérais qu'ils allaient bien. Mais le regret de les avoir laissés me rongeait encore, même si, avant la confrontation avec Shen, je pensais avoir pris la bonne décision. Une nouvelle vague de colère contre les Chinois m'a envahi. « Tu vas bien ?» m'a demandé Indigo en se penchant à côté de moi. Je suppose qu'elle avait remarqué ma mâchoire serrée.
Tu sembles abattu. Est-ce que tout va bien? Rien ne va, me suis emporté, regrettant instantanément. Rien de tout cela n'était de sa faute. Désolé, c'est juste que tout est pourri, et partout, je veux dire tout. Oh, arrête, a-t-elle répondu. Quand la vie te donne des citrons, que fais-tu? Je les jette. Je n'avais jamais aimé ce dicton stupide. Non, tu ne les jettes pas, tu en fais de la citronnade, a-t-elle dit. Si tu les jettes, tu n'as plus rien. Au moins, avec la citronnade, tu as quelque chose. Et si ta vie te donne pas de sucre pour faire ta foutue citronnade, ai-je lancé, probablement un peu plus bourru que je ne le voulais. Alors tu n'auras qu'un verre de jus de citron acide. Waouh, a dit Indigo. J'aimerais que Luc soit là pour te dire quelque chose de profond, tiré d'un jeu vidéo, et te faire sentir mieux. Il a le chic pour faire ça, n'est-ce pas? Ai-je dit, en esquissant enfin un sourire. Y a un Chinois ici. Des mots de sagesse peuvent aussi sortir de ma bouche, vous savez, a ajouté Sonny. Lao Tzu, Confucius, Fortune Cookies. Choisis ce que tu préfères. Qu'est-ce qui te tracasse, Isaac? J'ai pris une seconde pour y réfléchir. La tristesse pour ceux que nous avons perdus, je suppose. Et aussi Samara, Mark et John. Oh, sans parler de tuer quelqu'un à main nue. Ça résume bien la situation, je pense. Écoute, je sais que ça n'aide pas, mais tu l'as dit au garage. Shen n'allait pas s'arrêter avant que l'un d'entre nous soit mort. Et je suis content que tu aies réussi. Moi aussi, a dit Indigo, et sa main a trouvé la mienne. Sonny nous a regardés, et je me suis senti rougir avant qu'il ne regarde rapidement la route. Très bien. Alors que dites-vous de ça pour les mots de sagesse alors? Donnez la parole à la douleur. Le chagrin qui ne parle pas, murmure en secret, au cœur surchargé de se rompre, a dit Sonny. Nous regardions tous la route. Les phares éclairaient la neige qui tombait sur le sol, et j'étais content de ne pas conduire. Heureusement, il n'y avait pas trop de neige sur la route. Qui a dit ça? Confucius ou Lao Tzu? A demandé Indigo. Aucun des deux, Sonny a ri. C'est Shakespeare. Ça veut dire que tu devrais parler de ce qui te ronge de l'intérieur avant que ça te consume. Je leur ai alors parlé de Sarah. Tous deux m'avaient déjà entendu parler d'elle, Indigo plus que Sonny, car je lui avais raconté la mort de Sarah au cours d'une de nos longues conversations. Mais cette fois, j'ai raconté toute l'histoire. Depuis la première fois que Luc et moi l'avons vue, retenue captive par les pillards, jusqu'à ce qu'elle soit tuée par la meute de chiens sauvages. Je ne sais pas si c'est le stress de ce qui s'est passé plus tôt, ou si c'est simplement l'épuisement, mais lorsque j'en suis arrivé à l'attaque de chiens, j'étais au bord des larmes. Et elles ont commencé à couler, lorsque j'ai décrit notre groupe s'occupant d'elle devant le feu. Rien de tout cela n'est ta faute, a dit Indigo, en mettant son bras autour de mon épaule. Je sais que ça fait mal de perdre des gens, surtout ceux dont on se sent responsable. Mais parfois, surtout maintenant, de mauvaises choses arrivent, et ce n'est pas de ta faute. J'ai hoché la tête et retiré ma main. Elle a posé la sienne sur ses genoux. Et Karen, lui ai-je demandé. Je ne me sens pas seulement responsable d'elle. En tant que chef, j'étais responsable d'elle. Et pourtant elle est morte, elle aussi. J'ai jeté un coup d'œil à Sonny. À cause de mes décisions, je vous ai tous mis en danger à l'arrière du camion, et nous avons de la chance qu'un seul d'entre nous ait été tué par les tirs de ce barrage routier. Tout le monde dans le camion, à l'avant comme à l'arrière, savait que nous allions courir des risques en quittant l'académie, a dit Sonny. Karen plus que la plupart, parce que son petit ami venait d'être tué. Elle m'a dit qu'elle ne pensait pas que nous allions nous en sortir, et malheureusement dans son cas, cela s'est avéré être prophétique. Il a quitté la route des yeux un instant pour me regarder. Au lieu de te dire que tes actions ont coûté la vie de Karen, tu devrais te dire que ces mêmes actions ont sauvé la vie du reste d'entre nous. Mais elle m'a fait confiance pour la garder en sécurité. Vous l'avez tous fait. Non, tu ne comprends pas. C'est là que tu te trompes, a dit Sonny. Nous t'avons fait confiance pour essayer, rien de plus. On a accepté le risque quand on a chargé dans le camion. Nous aurions pu rester à l'académie, mais si nous l'avions fait, nous serions maintenant morts ou capturés par les Tigers ou les Chinois. À propos de ça, ai-je dit en passant la manche de mon manteau sur mes joues pour sécher les traces de larmes qui se glaçaient rapidement. Quand Shen essayait d'entrer à l'académie, il a dit que tu lui étais redevable et que l'honneur exigeait que tu respectes tes engagements envers lui.
Tu étais un Tigers autrefois, non? Pas vraiment. Mais quand j'ai déménagé à Worcester, je me suis lié d'amitié avec 2 d'entre eux qui s'intéressaient aux arts martiaux. Pendant que je traînais avec eux, Shen, leur chef, me donnait parfois des cadeaux. Et il semblait penser que, grâce à ces cadeaux, je lui appartenais désormais. Ce type était un vrai psychopathe, complètement détaché de la réalité. T'as pu toi-même le constater. Mais il était comme ça, même avant la grippe. J'ai finalement dû couper les ponts avec les Tigers, que j'aimais bien, parce que je ne pouvais pas supporter ce type. Jack, c'était l'un des Tigers avec lesquels tu traînais? Lui ai-je demandé. Non, Jack, le petit frère de Shen, essayait tout le temps de me demander de lui enseigner le kung-fu, mais je refusais toujours. Il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Il ressemblait trop à son grand frère, je crois. Il voulait juste apprendre le kung-fu pour pouvoir faire du mal et blesser les gens, pas pour se défendre. Et bien sûr, fallait que ce soit lui que je tue quand Luke et moi avons sauvé Indigo, ai-je dit. J'ai ressenti une certaine culpabilité pour avoir déclenché tous ces événements en tuant le frère de Shen. Mais l'alternative, laisser Indigo à leur merci, était impensable. C'est triste, a dit Sonny en secouant la tête. Mais pas très choquant, étant donné comment il était. Qu'en est-il de lui et des gens que tu as dû tuer depuis? M'a demandé Indigo. J'ai deviné qu'elle jouait les conseillères. Est-ce que leur mort te dérange toujours aussi? Un peu, ai-je admis. Mais pas autant que je m'y attendais. Pas autant que d'échouer à protéger Sarah ou Karen. Je pense que je peux accepter d'avoir tué pour de bonnes raisons, en légitime défense, ou pour protéger les autres. C'est juste que Shen, c'était différent. Plus personnel en quelque sorte. Tant que ça te dérange, au moins un peu, je pense que ça ira, a dit Sonny. C'est quand tu ne ressens plus rien à propos de la mort qu'il y a un problème. Il a raison, a ajouté Indigo, en me serrant l'épaule pour m'encourager. De mon point de vue, je suis content que ce Jack, et son frère d'ailleurs, ne soient plus de ce monde. Eh bien, il y a au moins du positif dans tout ça. J'ai pu te rencontrer, lui ai-je dit, réussissant à esquisser un vrai sourire pour la première fois depuis que nous avons quitté la station-service. On y est, a dit Sonny. Comment ça? Indigo et moi avons posé cette question en même temps, et mon sourire s'est agrandi. On vient de passer le panneau Bienvenue dans le New Hampshire, a dit Sonny. On est enfin sorti du Massachusetts. Eh bien, voilà une bonne chose de faite, ai-je dit. Remercions Dieu pour les petites victoires. Je suis d'accord, mais nous ne devrions peut-être pas déboucher le champagne tout de suite, a dit Sonny. Mais nous sommes allés plus loin que ce à quoi je m'attendais quand nous sommes partis. Si les choses continuent à se passer comme prévu, nous pourrions arriver jusqu'à Drake Mountain pour voir s'il y a vraiment des survivants là-bas. T'as du champagne? A demandé Indigo taquine. Très drôle, a dit Sonny. T'as raison. Il y a encore un long chemin à parcourir. Sans compter qu'on n'est pas sûr à 100% qu'il y a vraiment un endroit sûr qui nous attend. Nous ne devrions pas nous faire de faux espoirs, ai-je dit. Depuis que je l'ai rencontré, le capitaine Grognon a montré qu'il ne croit pas du tout à la notion d'espoir, a dit Indigo en me désignant de la tête. Capitaine Grognon, me suis-je dit. As-tu des sages-paroles qui pourraient l'aider à surmonter sa peur de l'espoir, Sonny? Je ne sais pas, voyons voir. Alors que penses-tu de... L'espoir est comme une route dans la campagne. Il n'y a jamais eu de route. Mais quand beaucoup de gens marchent dessus, alors la route apparaît. Ça vient de Lin Yutang. Qui c'est? A demandé Indigo. Je n'ai jamais entendu parler de cet homme. Lin Yutang était l'un des écrivains chinois les plus influents du XXe siècle, a déclaré Sonny. Ben Franklin, un Américain influent, a dit un jour « Celui qui vit d'espoir mourra à jeun. Peu importe le nombre de routes construites, si les gens qui le font n'arrivent jamais à rien, ai-je dit, tout en souriant. Je vois que tu penses prétendre connaître les pensées profondes de ceux qui sont venus avant toi, a dit Sonny, avec un petit rire. Pas vraiment, ai-je répondu. J'ai écrit un rapport sur les traits d'esprit de l'almanach du bonhomme Richard dans mon cours d'anglais l'année dernière. Alors je peux en sortir une poignée si j'en ai besoin. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai en citations célèbres. Ah, eh bien, peut-être qu'un jour tu seras capable d'égaler ma profonde sagesse, a dit Sonny en souriant. Je vais devoir ralentir. La neige tombe tellement plus fort ici. Je crois qu'il y a une aire de repos qu'on va bientôt atteindre. Vous pensez qu'on devrait s'arrêter pour se dégourdir les jambes et laisser ceux qui sont à l'arrière utiliser les toilettes? Pas seulement ceux à l'arrière, a dit Indigo. J'aurais besoin d'un arrêt au stand moi-même. Ouais, je pense que c'est une bonne idée de s'arrêter.
ai-je dit en regardant la poudrerie. Mais on ne peut pas rester trop longtemps. On va s'étirer, utiliser les toilettes et ensuite reprendre la route. Ok, ça marche, a répondu Sonny, en se plaçant sur la voie de droite pour pouvoir sortir quand elle se présentera. Pas plus de 5 minutes plus tard, il s'arrêtait. L'aire de repos avait un petit parking en gravier, 2 toilettes en parpaing et une aire de pique-nique couverte de neige. Il y avait 3 tables de pique-nique et un barbecue couvert en briques. Sonny a garé le camion sur le parking, près des toilettes. Dès qu'il a coupé le moteur, j'ai ouvert ma porte et j'ai couru jusqu'à l'arrière du camion avant de frapper à la porte. « Nous sommes sur une aire de repos », ai-je dit. « Si vous souhaitez utiliser les toilettes ou vous étirer, c'est le moment. » J'ai déverrouillé la poignée et a poussé la porte roulante à mi-hauteur avant qu'une main ne la saisisse de l'intérieur et m'aide à la tirer vers le haut. Le clair de lune filtré a révélé le visage souriant de Ben. « Je pensais que tu ne demanderais jamais. » Chapitre 13. Un Luc à moitié endormi et moi avons fouillé les toilettes des hommes. Nous avons gardé l'arbalète et le pistolet à portée de main et avons fouillé chaque cabine avec nos lampes de poche, nous assurant que rien ni personne ne s'y cachait pour mettre en danger ceux qui devaient y aller. Pendant que nous faisions cela, Ali et Indigo ont fait la même chose chez les dames. Indigo, armé du revolver que je lui avais donné, et Ali avec l'un des fusils d'assaut chinois que nous avions. Sonny attendait dans le camion, ne voulant pas risquer d'éteindre le moteur. Il partirait quand nous aurions fini. « Tu sais, j'ai pas envie de pisser parce que tu m'as réveillé, hein ?» a dit Luc en allumant sa lampe de poche dans la dernière cabine. Sonny voulait s'arrêter, et j'ai pensé que ça vous ferait du bien à vous aussi. Je sais qu'il n'y a pas non plus de chauffage à l'arrière. Il n'y a pas non plus de gigantesques souffleries causées par des fenêtres manquantes, a dit Luc en entrant dans la dernière cabine et en commençant à se soulager. Chaleur ou pas, jusqu'à présent, mon voyage de retour a été chaud comparé au temps que j'ai passé sur le siège passager de ce camion. J'ai choisi une cabine et je suis entré, en posant mon pistolet sur le distributeur carré de papier de toilette. J'ai levé les yeux vers le plafond et j'ai vu une toile d'araignée pendant que je faisais mes besoins. J'avais presque terminé quand un cri venant de l'extérieur m'a fait sursauter et pisser par-dessus le rebord des toilettes. « Ne bouge pas !» C'était Sonny. Presque immédiatement, une fille a crié, mais a été immédiatement noyée par le rugissement profond de ce qui pouvait être qu'un animal, un gros animal. Et merde, j'ai désespérément terminé et remonté ma fermeture éclair. J'ai attrapé mon arme et j'ai couru hors de la cabine. Luc était devant moi et a disparu par la porte extérieure. La vue qui m'a accueilli était surréaliste. C'était Ali, figé sur place, juste devant la porte de l'autre bâtiment en parpaing, tenant le fusil d'assaut dans des mains tremblantes, alors qu'elle le levait et visait l'ours noir à quelques mètres devant elle. Je sais que les ours noirs sont censés être plus petits que les grizzlies ou les ours bruns, mais celui-ci s'était dressé sur ses pattes arrière et avait l'air massif dans la petite clairière. Il rugissait en direction d'Ali, et je crois l'admettre, j'étais heureux de m'être récemment soulagé, car cet ours en colère était terrifiant. J'ai pointé mon pistolet dessus, et j'ai vu Luc faire de même avec son arbalète. « Ne tirez pas !» Une voix désespérée a appelé sur notre gauche. Indigo s'était glissé derrière Ali, et tenait une main apaisante sur son bras. « Ne tirez pas !» Je ne savais pas si l'ours était un mâle ou une femelle, et je ne suis pas sûr qu'Indigo le sache non plus. Mais l'ours a cessé sa démonstration d'agression et semblait évaluer ses options, maintenant qu'il était confronté à un si grand nombre d'entre nous. Ben et Brooke étaient près de l'arrière du camion, Brooke regardant avec une horreur fascinée la créature sauvage. « Indigo, qu'est-ce que tu suggères si on ne l'abat pas ?» ai-je demandé, espérant sincèrement une solution non violente à ce gros problème poilu. « Je pense que nous devrions faire beaucoup de bruit, tous en même temps pour l'effrayer. Tu devrais tirer ton arme en l'air, ça devrait le faire fuir. » C'était presque comique, mais l'ours semblait l'écouter. Ses grands yeux bruns ne la quittaient pas. Je n'avais vraiment pas envie de le tuer. « Ok, à 3, faites tout le bruit que vous pouvez. Si ça tourne mal, fuyez aussi vite que vous le pouvez, et Luc et moi nous l'abattrons, ok ?» Tout le monde était d'accord, en chuchotant avec appréhension, et je pouvais voir Sonny me regarder, de là où il était assis dans le camion, avec la porte à moitié ouverte.
Il a hoché la tête en signe d'approbation. 1, 2, 3, maintenant! Tout le monde a rugi, chanté et crié en direction de l'ours. À côté de moi, Luc faisait une sorte de danse amérindienne folle et sautait d'un pied sur l'autre en agitant son arbalète au-dessus de sa tête. Ailleurs et dans d'autres circonstances, j'aurais peut-être éclaté de rire, mais, comme pour amplifier la gravité de la situation, l'ours à nouveau rugit, fait un pas en arrière et est tombé sur ses 4 pattes avant de regarder en direction des filles, puis vers nous, puis vers Ben et Brooke. Je crois qu'il a dû trouver la danse trop enthousiaste de Luc particulièrement menaçante, car il s'est retourné vers nous et a montré les dents. J'ai su instantanément qu'il allait charger, et j'ai pointé mon arme sur sa tête, au moment exact où Sonny a donné un coup de klaxon dans le camion. Les 2 secondes suivantes ont été les plus longues de ma vie. L'ours s'est figé sur place, ses grands yeux étaient braqués sur moi. J'ai baissé mon arme, jusqu'à ce qu'elle soit pointée sur son front. Le temps semblait ralentir, et je pouvais entendre les battements de mon cœur dans mon oreille. J'ai commencé à presser la gâchette, alors que le klaxon continuait à retentir dans la nuit froide. Puis, c'était fini. L'ours s'est retourné et a trotté dans les arbres qui bordaient l'aire de repos, comme si de rien n'était. Il est parti. Aussi simple que ça. J'ai expiré lentement, mon souffle se consumant dans l'air glacial de la nuit, et j'ai lentement abaissé mon arme. « Vous avez vu ça ?» a lancé Luc, incrédule, alors que les autres s'approchaient de nous. « Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en hibernation ?»« Il se déplace en hiver, » a dit Indigo. « Ils font ça parfois. »« Dieu merci, » a dit Ben. « Eh bien, je sais pas si c'est le coup de feu ou ta danse idiote qui a eu raison de lui, mais je pense que nous avons évité le pire. »« Ouais, je ne pense pas que ce soit la danse qui l'ait rendu encore plus furieux, » a dit Brooke. Et nous avons tous ri lorsque Luc a fait un rappel. Nous avons passé encore 10 minutes à l'arrêt, pendant que tout le monde faisait sa pause toilette. Sonny a été le dernier à partir, tandis que je me tenais près de la porte du conducteur du camion au ralenti. J'ai jeté un coup d'œil à la jauge de carburant. Il ne restait plus que la moitié du réservoir, et j'espérais que cela suffirait pour nous rapprocher de Campton. Ben s'est approché, regardant le ciel en marchant. Avec toute cette neige et cette couverture nuageuse, on sait au moins qu'ils ne nous suivront pas par satellite, hein, a-t-il dit en me rejoignant pendant que sa sœur jumelle était dans la salle de bain. Ça pourrait être plus facile de nous suivre au sol, tu crois? Si la neige continue à tomber comme ça, il y a de fortes chances qu'elle retrouve nos traces au matin, ai-je répondu. Si Dieu le veut, a dit Ben. Ouais, comme si Dieu s'en souciait, me suis-je dit. T'as l'intention de rester devant? À moins que quelqu'un d'autre ait vraiment envie de me remplacer, ai-je dit. C'est froid et misérable, mais au moins il y a des fenêtres pour regarder dehors. Je prévois de garder ma place à l'arrière du camion, a dit Ben. Brooke a dit la même chose. Les provisions sont mieux sécurisées cette fois, et j'espère qu'il n'y aura pas de carambolage de véhicules militaires et de barricades dans la prochaine partie du voyage. Eh bien, Sonny, contrairement à moi, a son permis de conduire, donc il y a plus de chances d'éviter ce genre de choses. C'est mieux qu'avec moi derrière le volant, en tout cas. T'en veux pas, mon pote. Tu faisais du mieux que tu pouvais, hein. T'as réussi à nous sortir de là en vie, et en un seul morceau. Merci, Ben. Ça signifie beaucoup pour moi, de savoir comment vous vous sentez tous. Les gens n'arrêtent pas de me dire que je suis trop dur avec moi-même. Tu l'es, mais c'est une partie de qui tu es, et je pense que c'est aussi ce qui fait de toi un bon leader, a-t-il dit en me tapant sur l'épaule. Brooke est sorti des toilettes des femmes et a commencé à boiter vers nous. Ben a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. « Je vais aller aider Brooke à retourner au camion. On se parlera plus tard, mon pote, » m'a dit Ben en s'approchant d'elle et en lui offrant son bras pour qu'elle s'y appuie. Je pouvais voir qu'elle était encore gênée par sa cheville tordue, et je craignais que cela ne provoque des complications plus tard dans la nuit, ou le lendemain matin, lorsque nous abandonnerons le camion. Cela m'a fait prendre conscience de mes propres blessures, mis à part ma joue qui me picotait, sur laquelle Indigo avait mis des pansements, et une certaine raideur générale, et mes coudes douloureuses, je me sentais étonnamment bien. Sonny est revenu de sa pause toilette, après quelques minutes, et j'ai vérifié que tout le monde était à sa place et prêt à partir. J'ai tiré la porte coulissante vers le bas et l'ai verrouillée. Sonny et Indigo étaient déjà de retour dans la cabine, alors j'ai grimpé sur le siège du passager et j'ai fermé la porte. Alors que le camion démarrait et que les phares s'allumaient, je pensais à la neige qui tombait,
et au fait qu'elle semblait me porter malheur depuis que j'avais quitté la résidence des Foster. Où en serais-je si j'étais resté là-bas? Capturé par des pillards? Ou les Chinois? Mort? Peut-être. Qui pourrait le dire? T'as eu des mots d'encouragement de Luc? A demandé Indigo, alors que nous étions de retour sur l'autoroute. Pas vraiment, ai-je dit en gloussant. Pas avec toute cette excitation. Je suis presque sûr qu'il pense que je ne suis pas si désespéré. Juste un pessimiste cynique. Je vois ça, a-t-elle répondu, souriant, en remettant son bras autour de moi et en se penchant pour me réchauffer. Tu penses que je suis pessimiste et cynique? Je ne t'aimerais pas autant si tu l'étais, a-t-elle répondu, en se blottissant contre mon épaule. Quelqu'un a dit un jour, il n'y a rien de plus pitoyable qu'un jeune cynique, parce qu'il est passé de l'état de ne rien faire à celui de ne croire en rien, a déclaré Sonny. Je savais qu'il plaisantait, mais sa remarque m'a un peu blessé. Ce dicton venait d'un monde bien différent de celui dans lequel nous vivons maintenant. Eh bien, ma façon de voir les choses a du bon, ai-je dit, décidant de prendre sa remarque trop à cœur. Quand de bonnes choses arrivent de manière inattendue, j'ai une agréable surprise. Comme l'ours? A demandé Indigo. Ouais, c'était cool, et définitivement inattendu. Blague à part, a dit Sonny. Vous vous êtes tous les deux bien débrouillés là-bas. Vous faites une bonne équipe. Nos regards se sont croisés, et Indigo a souri avant de regarder à nouveau la route. Après quelques kilomètres supplémentaires, les deux côtés de l'autoroute se sont rejoints, et, sans le terre-plein central entre eux, sont devenus une autoroute à 4 voies. Ensuite, nous avons vu des routes, et même des allées qui sortaient directement. Nous avons continué à rouler vers le nord, à une vitesse d'environ 50 km/h. Sonny n'osait pas aller plus vite, étant donné la neige tourbillonnante et la visibilité limitée. Il nous a fallu près d'une demi-heure pour arriver à la ville de Hillsborough, dans le New Hampshire. Ici, l'autoroute que nous suivions a fusionné avec une autre et a tourné vers l'est en direction de Concorde. Nous avons été plutôt tranquilles pendant cette partie du voyage. Sonny se concentrait sur la route et Indigo se blottissait contre moi, les yeux fermés. À un moment donné, elle a commencé à ronfler, étonnamment fort pour une fille si douce. Alors je l'ai poussée un peu et elle s'est tortillée et a continué de dormir. Mais au moins, le ronflement a cessé. Environ 8 ou 9 kilomètres plus loin sur la route, nous allons arriver à une autre autoroute. Penses-tu que nous devrions rester sur l'autoroute ou prendre l'autoroute à travers Concorde? A demandé Sonny, alors que nous laissions Hillsborough derrière nous. Je pense qu'il y a du bon et du mauvais à prendre l'autoroute, ai-je répondu. Le fait qu'elle ait un accès limité signifie que nous avons moins de direction, d'où le danger peut s'approcher. Ouais, t'as raison. Mais d'un autre côté, cet avantage peut se transformer en désavantage, car si nous rencontrons des problèmes sur l'autoroute, il y a moins de possibilités de fuite. C'est aussi vrai. On sort de Concorde par l'autoroute, quelle que soit la route qu'on emprunte, n'est-ce pas? C'est le plan. Alors il serait peut-être plus facile de monter ici, en supposant que cette autoroute se connecte à une autre menant au nord. De cette façon, nous n'aurons pas à chercher les entrées d'autoroute pendant que nous naviguons à travers la ville. Nous la contournerons simplement. Ça semble être un bon plan. Mais que se passera-t-il si les Chinois occupent Concorde? Il me semble probable qu'ils surveilleront les autoroutes plus attentivement que les routes secondaires, a déclaré Sonny. C'est le risque, je suppose. Chaque décision que nous prenons doit tenir compte des risques que l'on prend. Et en ne prenant pas l'autoroute, nous risquons de tomber sur une patrouille chinoise dans l'une des rues de la ville, sans aucun endroit où fuir. Prenons l'autoroute. Tu commences vraiment à ressembler à un... a-t-il répondu en me regardant avec un petit sourire. Je commence à ressembler à quoi? Un leader. Moins de 10 minutes plus tard, nous approchions de la bretelle d'accès à l'autoroute, et Sonny a arrêté le camion. Au début, je n'ai pas compris pourquoi. Il regardait l'autoroute qui s'étendait au loin, un regard incrédule sur le visage. Quoi? Ai-je lancé, avant que cela ne me frappe, comme une gifle en plein visage. Nous pouvions voir l'autoroute s'étendre au loin, car la rangée de lampadaires qui la longeait était flamboyante. La lumière se reflétait sur la neige. L'autoroute brillait, un ruban blanc au milieu de la nuit noire. Sur ce tronçon de route au moins, les Chinois avaient rétabli le courant. Indigo a remué entre nous et a ouvert les yeux. De la lumière? Ouais, ai-je dit. Peut-être que rester sur les routes secondaires et traverser la ville serait préférable après tout.